Salut, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Aujourd'hui, un nouveau format sur la chaîne. Je teste une petite chose à voir si ça vous intéresse et si vous en redemandez encore. Donc, il y a déjà des vidéos sur mes campagnes qui sont prévues d'arriver. Elles vont arriver, hein, rassurez-vous. Mais là, aujourd'hui, je voulais commencer par le commencement et aider déjà les MJ à créer leur premier scénario de jeu de rôle et à surtout, on va dire, le mener, le maîtriser, comme on dit dans le milieu. Voilà. Ce petit, on va dire, intermède ludique, entre guillemets, d'aide, de conseil au maître du jeu, c'est un article que j'avais écrit pour un magazine qui malheureusement ça ne s'est pas fait, mais donc voilà, il sera disponible, en tout cas il est déjà disponible sur le forum Tabula Rasa, et je le remettrai pour ceux qui le veulent, disponible gratuitement, sans juste vous aurez à aller voir sur le Discord. Voilà. Alors, donc, je vais vous présenter en fait un peu ma méthode, la manière dont je vois les choses pour pouvoir justement maîtriser son premier scénario de jeu de rôle. Et donc si vous suivez ces étapes, en vous posant à chaque fois les bonnes questions, en prenant les décisions, vous obtiendrez normalement quelque chose de tout à fait fonctionnel, que ce soit en termes de, on va dire, d'écriture de scénario, mais aussi en termes, on va dire, de maîtrise, et vous évitez, on va dire, les mauvaises surprises habituelles. Bon, on ne peut pas, on va dire, éviter les joueurs un peu chafouins, on les connaît bien, hein, mais de nos jours, je pense quand même qu'ils sont bien moins méchants, bien moins tatillons que nous l'étions à l'époque quand on était jeune, il faut quand même le dire. Alors, vous verrez donc qu'à la longue, votre technique de préparation de scénario et de partie s'améliorera, s'affinera selon votre style, vos goûts, vos habitudes et surtout selon vos besoins. Car avant tout, ce que je vous offre là, c'est vraiment des conseils les plus généraux possibles, mais vraiment, on va dire, les plus essentiels pour que vous puissiez après trouver votre méthode. Parce que votre méthode, c'est la meilleure. Et vos scénarios seront toujours les meilleurs. Il faut déjà vous dire cela. Voilà, ça au moins une fois que c'est dit, voilà, on peut commencer, on va dire, à entrer dans le vif du sujet. De toute façon, chaque MJ a vraiment et développe ses propres routines, donc le meilleur moyen, c'est de maîtriser et d'apprendre en maîtrisant et surtout de vous adapter, on va dire, à votre groupe de joueurs. Alors, tout commence par point numéro un, une idée et donc les types d'intrigues et autres sources que vous pouvez utiliser pour déjà avoir on va dire l'essentiel, si je puis dire, pour avoir, pour commencer, on va dire, à écrire ou à penser à maîtriser son propre scénario, c'est d'avoir une idée. Ça peut, on va dire, vous paraître un peu tarte à la crème, et pourtant c'est inévitable. Vous devez donc partir d'une idée, et une bonne. Et cette idée, il faut que vous l'aimiez, il faut que vous ayez envie d'en faire quelque chose et de la partager. Pour avoir une idée qui sera donc la base d'écriture de votre scénario, il n'y a pas de mystère, il faut être à l'affût du moindre élément qui pourrait vous tomber sous la main, que ce soit dans vos lectures, on va dire la lecture par exemple justement du livre de base, généralement d'un jeu de rôle, peut être, on va dire, le point de démarrage d'une idée de scénario. C'est souvent le cas, hein, les livres de base, surtout la partie univers, regorgent d'idées de scénario. Les romans, les bandes dessinées, les articles de journaux, les magazines, les films, source majeure d'inspiration parce que justement l'aspect visuel est très inspirant même s'il fixe l'imagination, c'est-à-dire que voilà, en film, en fait, ça peut donner une idée, on va dire, visuelle, mais malheureusement, ça gâche un peu notre imaginaire, puisqu'on nous mâche un peu le boulot. On nous dit ce qu'il faut voir. On peut le voir de manière différente, on est d'accord. Mais malgré tout, les films peuvent être une très bonne source d'inspiration. Les séries, les documentaires et les émissions diverses et variées, reportages, télé-réalité, jeux, en fonction évidemment de vos habitudes et du jeu que vous allez mener. Voilà, parce que évidemment, regarder des téléréalités, ça ne vous sera pas très utile pour faire du medfan. Mais il y a aussi d'autres supports médias qui peuvent vous aider, comme par exemple les jeux vidéo. Je sais que voilà, les jeux vidéo sont, on va dire, une source d'inspiration assez importante, ne serait-ce que pour les joueurs qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. Eux vont s'inspirer, on va dire, de leur référence du jeu vidéo pour, on va dire, essayer de comprendre votre univers. Ben vous pouvez faire la même chose et aller puiser dans le jeu vidéo des références, des idées qui vous permettront de livrer en fait un scénario de jeu de rôle que vos joueurs comprendront et ils ne seront pas, on va dire, complètement hébétés à se demander ce qui se passe. Parce qu'ils auront les références. Et maintenant, on va dire les références surtout filmiques,
Voilà, comme par exemple, je citerai le Seigneur des Anneaux pour le mettre fan, ou pour la science-fiction, on va dire voilà, Star Wars par exemple, ou Star Trek qui est revenu et remis à l'honneur avec une série, on va dire, d'excellents reboots d'assez bons films, il faut quand même le reconnaître, sont, on va dire, voilà, des références que vous pourrez utiliser pour définir au mieux le jeu et donc le scénario que vous allez écrire à partir de ce jeu et de vos inspirations. Donc, surtout ne soyez pas avare ou obtus, vous verrez que l'on peut parfois trouver de bonnes idées dans les choses les plus insignifiantes et incroyables et les plus improbables qui soient. Et oui, pas de jugement de valeur, une idée est une idée peut être excellente et être extrêmement mal utilisée. Je l'ai vu pas mal de fois, des scénarios qui étaient vraiment très mauvais, qui n'étaient pas intéressants, ou des séries même qui étaient vraiment très limites. On peut en tirer d'excellentes idées pour faire d'excellentes choses. Une chose qui me vient, par exemple, voilà, pour mon jeu Versus, j'avais l'habitude de regarder justement les séries du Arrowverse, et dans les séries du Arrowverse, j'ai puisé énormément de bonnes idées qui malheureusement étaient très très mal utilisées, et que je pense en avoir fait quelque chose de bien plus intéressant. Bon, ça après c'est mon avis, mais comme je vous le dis, en matière d'idées et de réalisation, de scénario et de maîtrise, vous devez avant tout avoir confiance en vous et en votre idée et vous dire cette idée là je vais en faire quelque chose. C'est le point important. Donc comme je vous l'ai dit, l'idée, donc il faut que c'est important que ce soit la vôtre, et donc il faut vous l'approprier. Il faut donc qu'elle soit initiative de votre processus de création, et donc vous invite à développer votre créativité. En cela donc vous serez seul juge de votre travail, mais moi je n'ai en tout cas aucun doute sur le fait que vous ferez preuve d'un esprit critique, et donc durant chaque étape de votre démarche, vous saurez vous remettre en cause pour ne pas trahir votre idée de base, et donc votre objectif principal qui est celui du MJ, donner du plaisir à vos joueurs en passant un beau moment autour de la table de jeu. Ne jamais quand même oublier cet adage, il est extrêmement important. L'important, c'est de s'amuser. Donc, voilà, votre idée de base, vous ne la perdez pas de vue, ou si jamais vous vous apercevez dans le processus de création, au contraire, que votre idée, elle n'est pas, on va dire, elle ne vous permet pas de faire ce que vous faites, eh bien, changez votre idée tout simplement, et transformez-la en quelque chose de meilleur. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Si à n'importe quel moment vous vous apercevez donc que vous éloignez de ce principe, c'est qu'il faut tout revoir. En cela, le choix de l'idée est déterminant, car vous partez certes sur une excellente idée, mais qui ne sera pas intéressante pour les joueurs. Ils ne seront que des spectateurs face aux exploits du héros de l'histoire. Et c'est un peu, on va dire, le premier écueil dans lequel on peut aller, c'est qu'on va avoir une excellente idée, mais on ne va pas impliquer les joueurs dans le scénario, parce que l'idée ne le permet pas. Ou on n'a pas fait en sorte, on n'a pas fait le travail pour que justement les joueurs soient impliqués dans le scénario. Et qu'ils soient en fait les acteurs de l'intrigue, les acteurs principaux de l'intrigue. Et ça, c'est très très important. Ou si, par exemple, ça les mène obligatoirement à leur fin. Si vous faites un scénario où la fin du scénario, c'est la fin du monde, certes, c'est une excellente idée, mais ça se fait plutôt en fin de campagne, ou ça se fait pour un one-shot, hein, c'est possible, je ne nie pas, on va dire, mais pour des débutants, c'est pas forcément la chose à faire. En tout cas, moi je ne le conseillerais pas, parce que l'ennemi du jeu de rôle, l'ennemi du, on va dire, du maître du jeu, c'est le joueur frustré. Et un joueur frustré, c'est un joueur qui soit va s'accrocher mais va vous pourrir la vie, soit on va dire va fuir tout simplement. Et ça, c'est pas du tout une bonne idée. Et donc là, en tout cas, ne vous égarez pas sur ce problème. Donc une idée, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant penser à la manière de la mettre en scène. Et c'est là que les types d'intrigues ou les schémas narratifs, non ce n'est pas un gros mot, hein, entrent en scène. En effet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Votre scénario entrera irrémédiablement dans un schéma, un modèle narratif typique que je vous propose d'énumérer ici. Donc il y a quelques modèles narratifs qu'il faut avoir en tête et qui sont quasiment toujours les mêmes, et on tourne autour des mêmes, hein. On peut pas réinventer la roue, ni la poudre, ni l'eau chaude, on passe obligatoirement par là. La quête, donc c'est le schéma narratif le plus couru. Les personnes sont amenées à aller chercher, à découvrir, à ramener, libérer, rassembler un objet, un symbole, une idée, une information, un mystère, un allié, une personne enlevée, qui a dit la princesse, et le type d'intrigue le plus simple à mettre en place pour un MJ débutant. Parce que le plus souvent, c'est un schéma scénaristique linéaire. Et j'y reviendrai dans la suite de mon propos. Donjons et Dragons, donc toutes les éditions, restent le modèle historique du jeu à quête. Voilà, pour que vous vous situez à peu près, c'est voilà, un donjon, c'est une quête d'une certaine manière. On passe des pièces
pour aller jusqu'à un objectif, ramener le trésor, sauver la princesse, tuer le dragon. Ça, c'est un modèle de type quête, qui est le modèle, on va dire, narratif de tous les textes anciens, les plus, on va dire, courus et ceux qui nous sont transmis jusqu'à ici. Donc, le cycle arthurien et même l'Odyssée, hein, c'est une quête. C'est la quête pour retourner chez soi, mais c'est une quête malgré tout, avec des péripéties. L'enquête, c'est le second type donc le plus souvent rencontré. Les personnages doivent mener une enquête, souvent semée d'embûches, de pièges, d'ennemis, selon le genre que vous allez adopter, et c'est-à-dire chercher des indices, interroger des témoins, finalement résoudre un mystère ou trouver le coupable d'un meurtre, d'un vol ou tout autre type de forfait. C'est un genre de scénario plus difficile à mettre en place car il demande au MJ de bien connaître tous ces PNJ, c'est-à-dire ces personnages non joueurs, ces personnages que les joueurs vont rencontrer et qui vont donc faire vivre l'aventure. Si évidemment ils font une enquête alors qu'il n'y a rien, qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a personne, c'est possible, hein, ça peut être que des indices, on va dire, morts d'une certaine manière, entre guillemets, ou des indices, on va dire, inamovibles, des indices qui sont juste des objets éparpillés, des preuves, on va dire, semées ça et là, c'est possible, mais souvent il y a quand même des gens à interroger. Donc là, ça amène souvent à un schéma scénaristique obligatoirement de type arborescent, ou bac à sable. J'y reviendrai par la suite. Donc là, on avait le schéma linéaire, et là, on va partir sur des possibilités en fait de ne pas aller dans une direction unique. Donc, arborescent, ou carrément, on va dire, on n'a pas du tout même d'arborescence, on est vraiment dans un milieu complètement libre, où on va aller nous-mêmes chercher les informations en allant voir, en décidant tel PNJ, on va aller lui poser des questions pour essayer de savoir ce qui se passe. Là, on est plutôt dans le tic bac à sable. Donc tout est fait, tout est prêt, il se passe des choses et si on veut, résoudre, il va falloir vraiment être le plus actif. Donc, le plus simple à mettre en place, le modèle linéaire, le médian, le modèle arborescent, qui offre, on va dire, la possibilité justement de casser cette linéarité, c'est très intéressant, et le modèle type bac à sable, qui lui, concrètement, c'est le plus dur à mettre en place, parce que là, le MJ, il a énormément de boulot. Il doit gérer ses PNJ, gérer tous ses événements, parce qu'il y a des événements qui vont avoir lieu à certains moments, quel que soit ce que fassent les PJ, et donc ils sont censés éviter que certains événements, on va dire, aient lieu. Par exemple, on est dans une ville, il y a une série de meurtres, ils arrivent, ils commencent à enquêter à des PNJ, paf, à certaines heures, une nouvelle victime. Là, ils sont dans la mouise, il va falloir qu'ils accélèrent un peu pour trouver qui est le meurtrier. L'appel de Cthulhu, donc par exemple, est le plus connu et le plus populaire des jeux d'enquête. Le huis clos. Alors, le huis clos, donc c'est une déclinaison du scénario d'enquête où les personnages vont devoir résoudre l'intrigue dans un milieu fermé, clos. Un monastère, un château, une maison inaccessible à cause d'un siège ou de conditions climatiques difficiles. C'est un grand classique et ça permet, et c'est un très très bon moyen d'ailleurs de faire un premier scénario, on va dire, pour éviter que les joueurs se dispersent. Moi, je trouve en tout cas que c'est souvent ce que je fais pour initier une campagne. J'utilise ce modèle de huis clos, où donc ils sont enfermés dans un lieu, et l'intrigue va se dérouler dans le lieu, et uniquement dans le lieu, et comme ça, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe ailleurs. Si vous voulez débuter un jeu qui a par exemple un background extrêmement dense, plutôt que de l'expliquer, on va dire, à vos joueurs, faites un huis clos, comme ça, ils sont limités, à quelques aspects de l'univers que vous aurez choisi, que vous aurez retenu par votre lecture, et donc ça sera beaucoup plus facile à maîtriser, c'est le cas de le dire, on va dire, donc à gérer pour vous. Voilà. Mais ça demandera encore une nouvelle fois d'avoir à gérer beaucoup de PNJ pour le rendre vivant, sinon c'est pas intéressant. Ensuite, la bataille ou campagne militaire. Alors, le scénario propose de faire vivre les grands moments d'une bataille ou d'une campagne militaire. Ce genre d'intrigue est évidemment à réserver à des joueurs et des personnages tournés vers la stratégie, le métier des armes, mais aussi des intrigants, des assassins, des espions, des malandrins, qui peuvent aussi avoir à jouer leur rôle. Voilà, dans la guerre ne se joue pas que dans les batailles, elle se joue aussi par l'information et par l'espionnage. Le MJ donc devra pour sa part avoir envie de simuler de grandes batailles, être au fait des grands principes de la guerre, de la stratégie, et donc les références sont nombreuses et faciles à trouver sur le sujet, hein. Bon, voilà, Sun Tzu et consorts, vous savez très bien, on va dire, comment vous former, on va dire, en tant que MJ sur ce principe. Moi je sais que c'est pas vraiment mon truc, même si bon, en tant qu'historien de formation, je connais les grands principes, on va dire, et je connais des grandes batailles historiques. Voilà, c'est pas un sujet sur lequel je me suis appuyé, on va dire, de manière
voilà, très, très profonde, mais ça reste malgré tout, on va dire, quelque chose d'intéressant à jouer en jeu. Et il y a pas mal de systèmes qui permettent de le jouer de manière très satisfaisante, pardon. Donc de jouer en fait des batailles avec donc des règles du jeu précises. Donc il va falloir pour ça avoir un système de combat de masse. Tous les jeux n'en ont pas, mais il en existe de très très bons. Par exemple, celui de la Légende des 5 Anneaux, qui a ces systèmes de bataille donc depuis la première édition. Dans la nouvelle édition, je crois qu'il doit y en avoir un aussi, mais on n'est pas trop l'accent dessus. Donc, c'est-à-dire c'est la dernière version FFG. Mais je sais en tout cas que jusqu'à la 4ème édition, il y avait un système de bataille qui est vraiment un modèle d'efficacité et de simplicité et qui offre bon nombre d'opportunités. Il y avait la même chose évidemment dans son pendant, puisque c'est du même auteur, c'est-à-dire 7ème mer. Mais il y a des systèmes de bataille même dans Rollmaster, des systèmes de combat de masse, il y avait des règles supplémentaires même dans Donjons et Dragons pour pouvoir le faire dans les anciennes éditions. Donc on avait de quoi faire. Voilà, je me souviens même aussi de règles de combat de masse dans Bloodlust. Voilà, on pouvait jouer vraiment des grandes batailles, mais évidemment c'est beaucoup plus intéressant, moi de mon point de vue, je pense, de les jouer de manière narrative. Et c'est pour ça que le système qui était développé dans L5R et dans 7ème ère était plus intéressant parce qu'il était à la fois ludique et narratif. On n'était pas, on va dire, dans la précision militaire, on ne sentait pas ses cartes à hexagone, on ne faisait pas du wargame. On n'est quand même pas là, et je ne le conseille pas du tout à des débutants. Parce que là, concrètement, vous n'allez plus faire de jeu de rôle, hein. Vous allez faire du wargame. C'est simple, c'est net, c'est sans bavure, moi je vous le dis. Alors, le MJ donc pourra opter pour son propre système, donc plus ou moins narratif ou tactique selon ses goûts et ses ambitions. Du matériel supplémentaire sera nécessaire, comme je vous le disais, des cartes, des plans, des tableaux, des flip mats, donc les supports effaçables facilement avec un chiffon et de l'eau, et où on écrit sur le dessus, on va dire avec des Velleda, et des figurines ou des pions pour marquer au mieux donc, les phases de bataille. Le modèle de scénario survie. Alors souvent donc c'est un genre scénaristique associé au genre horreur ou post-apocalyptique, comme dans les jeux Apocalypse World ou Z-Corp par exemple. Il peut en effet être transposé en fait à tous les univers. Le genre post-apocalyptique, c'est en fait on joue après la fin d'une civilisation. Ça peut être la nôtre ou ça peut être même aussi une civilisation médiévale. Ça peut tout à fait ou de science-fiction. Et ça peut tout à fait, on va dire, se décliner sur à peu près tous les genres. Le but du personnage est ici évidemment de survivre, c'est-à-dire de sauver sa peau, ou celle de leur ami, de leur entourage, de leur famille, de sa tribu, en prenant les bonnes décisions pour les préserver du danger, garantir leur subsistance, bien-être, confort, santé. Évidemment, la menace pourra venir de l'environnement, de groupes concurrents, de menaces plus ou moins monstrueuses, et les personnages devront faire donc preuve d'intelligence, de réactivité et surtout de compétences. Chasse, pêche, construction d'abris, pièges, faire du feu, et voilà, et d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'ils devront, on va dire, faire preuve être capables, on va dire, d'avoir des systèmes D, quoi. Voilà, comme on dit, il y a certaines compétences qui s'appellent comme ça. Alors, le jeu a opération mission. Ce type scénaristique est souvent associé aux jeux modernes ou d'anticipation, mais il peut aussi se décliner à tous les genres avec un peu de travail. Les personnages donc, doivent réaliser un objectif, souvent de type quête, mais doivent pour cela pour le réaliser, établir un plan d'action et le réaliser malgré les embûches et les imprévus. Pardon. Oula. Le schéma narratif donc est destiné à des personnages et des joueurs qui aiment l'action, les armes, les gadgets technologiques ou magiques et qui sont nécessaires à la réalisation de leur mission. Le meilleur représentant donc de ce schéma, on va dire type mission, c'est Shadowrun évidemment. Voilà, tous les jeux cyberpunk sont des jeux de base à mission qui peuvent après tourner vers quelque chose d'autre. Mais au départ, souvent introduire comme à Cyberpunk ou à Shadowrun, on va l'introduire par une mission, une opération à réaliser, on va dire, dans les canons modernes, on va dire, dans les principes très militaires ou paramilitaires de la chose. Voilà. Alors, adapté au groupe ou scénario générique ? Une question qu'il s'agit de se poser. Est-ce que moi, quand je vais écrire mon scénario, je vais écrire un scénario où je l'adapte à mon groupe de personnages et de joueurs, ou est-ce que je fais un scénario générique et eux devront, d'une certaine manière, à partir des personnages qu'ils vont créer ou pas, je vais y revenir, est-ce qu'ils vont, on va dire, quel type de scénario en fait je vais devoir écrire ? Est-ce qu'il va être plutôt généraliste pour pouvoir essayer de couvrir toutes les possibilités, ou est-ce qu'il va être vraiment très précis et il obligera, comment dire, les joueurs à jouer certains personnages et pas d'autres. Donc, vous avez une idée solide
du genre scénaristique que vous voulez avoir, évidemment, vous devez vous poser cette question. Et donc, en fonction de ce choix, vous le ferez en fait en fonction des nécessités et des circonstances de la maîtrise de votre premier scénario. Un scénario générique a l'avantage de pouvoir donc être joué immédiatement, dans n'importe quelle situation, que vous soyez en club, en convention, ou si vous êtes amené à faire une démonstration ou une partie au débeauté. De plus, il a un deuxième gros avantage de pouvoir être rejoué plusieurs fois sans rien avoir à changer, ou alors changer les choses que vous aurez vues qui ne vous plaisent pas. En fait, moi je vous dis cela, mais je ne vous dis pas toute la vérité, ou du moins d'un certain point de vue, comme dirait Obi-Wan Kenobi, roi des menteurs par omission devant l'éternel. En effet, avoir un scénario générique, c'est bien, mais vous avez en effet une base solide et étayée pour pouvoir jouer de suite, et réutilisable à volonté. Mais un tel scénario vous demandera un peu de travail quand même, car vous devrez impliquer votre groupe de personnages, souvent hétéroclites, issus d'une création de personnages en groupe ou de personnages amenés par vos joueurs, faits seuls dans leur coin ou à la table d'un autre MJ. Alors souvent, on va dire, pour des débutants, moi je vous conseillerais quand même, c'est vraiment le meilleur moyen, des pré-tirés. Vous faites vos pré-tirés et vous savez quel personnage vous avez en face, et donc ça vous permet donc d'avoir, on va dire, de savoir exactement ce qui se fait. Ça peut se faire aussi avec un scénario du commerce. Vous n'aurez pas de surprise en ayant fait les personnages vous-même, parce que même si c'est un scénario du commerce, des personnages seront adaptés déjà au scénario que vous avez lu, compris. Donc ça, pas de problème. Et après, vous pourrez apporter vos propres changements par rapport à vos souhaits sur ce scénario déjà écrit. Par contre, si vous faites vraiment un scénar de bout en bout vous-même, euh, pareil, n'essayez pas, comment dire, de faire plaisir à vos joueurs en leur permettant, comment dire, de jouer le personnage de leur rêve. Ça ne marchera pas. Moi, je vous le dis très sincèrement. Voilà, préférez, on va dire, faire une création soit très orientée, en disant bah, non ça c'est pas possible, non ça c'est pas possible, je suis désolé mais bon on verra plus tard. Euh, Par rapport au scénario, il va peut-être y avoir, on va dire, des choses qui vont être complètement impossibles à faire. Exemple, on va dire très caricatural, vous prévoyez un scénario, on va dire, qui va se passer dans la forêt des elfes, évidemment que s'il y a un nain, ça va poser problème. Surtout si dans votre univers, les elfes et les nains peuvent pas se piffrer. Voilà, au moins ça c'est dit. Donc, le scénario générique a quand même ses avantages, puisqu'il est déjà écrit et que vous avez donc le minimum de modifications à faire. Souvent, il est fait aussi avec des pré-tirés, donc c'est souvent très intéressant parce qu'il y a déjà des pré-tirés. Et les pré-tirés, vous pouvez même les réutiliser, vous, pour gagner du temps, même si vous jouez un autre scénario, c'est tout à fait possible. Il y a nombre de boîtes d'initiation de nos jours qui vous proposent justement des personnages pré-tirés, et soit vous pouvez jouer les scénarios qui sont proposés où les personnages sont prévus pour les scénarios jouables dans cette boîte, ou les réutiliser par la suite, ou à la place des scénarios que vous avez qui sont dans la boîte pour les jouer avec les vôtres. Euh, donc, moi, comme je vous le disais, je ne vous le conseille pas, car il va falloir éplucher les feuilles de personnages si les joueurs ramènent leurs propres personnages que vous ne connaissez pas et tentent de les forcer à votre table de jeu. Et va falloir bien connaître le système de jeu pour voir s'il n'a pas optimisé telle ou telle petite chose qui risque, on va dire, de foutre en l'air complètement votre partie. Donc, si vous maîtrisez vous-même la création de personnages en la guidant avec les joueurs, c'est possible, mais ça fait perdre du temps, ou en leur donnant directement les pré-tirés, eh ben, vous aurez, on va dire, je pense, évité la plupart des écueils pour un MJ débutant. Mais ensuite, après, il y a le problème. Donc, vous avez vos personnages qui ont été créés, et il y a évidemment la motivation. Le problème de la motivation est quand même extrêmement important dans ce genre de cas, car si vous avez un scénario, on va dire, du commerce que vous adaptez, ils vous proposeront quand même des idées pour impliquer vos personnages à l'intérieur, et donc elles seront leur motivation à faire l'aventure. Si vous faites votre propre scénario, c'est vous qui devrez les créer, et qui devrez vraiment penser à tout. C'est pour ça que parfois c'est bien de faire une séance de création guidée, donc ce que je vous conseille, mais aussi en prenant des notes en disant voilà quelles sont les motivations des personnages et comment je vais l'amener à, on va dire, participer, comment dire, à l'aventure. Si déjà Dérochef
le personnage il est rejeté, jeté en dehors du scénario parce que il a aucune raison de s'impliquer dans l'aventure, c'est perdu pour vous. Et où on arrive, on va dire aussi à un autre problème, c'est le personnage qui arrive comme ça et qui n'a, on va dire, aucune attache, aucun problème, aucun défaut, qui est un random immonde, qui ne pense, on va dire, qu'à jouer, comment dire, à la comment dire, à la moissonneuse batteuse, à tuer des ennemis à tout bras et sans avoir aucun, on va dire, remords, ce qu'on appelle en fait dans le modèle le murder hobo. Voilà. Ça, pareil, il faut le sentir très très rapidement arriver, le très très vite voir comment dire que ce genre de choses risque d'arriver. Certains joueurs, malheureusement, ils le font à dessein pour vous embêter ou ils le font sans s'en apercevoir et essayer justement de donner du corps au personnage, de lui donner des implications pour éviter donc ce syndrome du murder hobo. Voilà. Donc pour un scénario pour débutants, donc je vous conseille d'imposer la situation de départ, déterminant les raisons de la présence des personnages et leur forcer la main pour qu'ils collaborent. Là, il faut quand même être clair là-dessus. Faut être assez dirigiste d'entrée de base, on sera un peu plus souple après. Donc à moins d'avoir quelques esprits chagrins ou des personnages vraiment très infréquentables, genre un voleur ou un adorateur du chaos donc au sein d'un groupe de vertueux paladins, demandez à la brebis galeuse de changer de personnage ou de mentir sur son identité et ses motivations réelles si cela est possible. Voilà pourquoi donc le scénario sur mesure a de gros avantages. Car si vous allez adapter votre scénario au groupe et donc aux motivations et spécificités des personnages qu'il compose, pour éviter tout problème donc de compatibilité, que ce soit d'alignement, si on joue encore on va dire dans l'esprit un peu de Donjons et Dragons, de background, ou de classe de profession, d'objectifs, d'idéaux, de religion, on peut à peu près tout imaginer, ben voilà, au moins vous aurez déjà déminé le terrain avant, et vous aurez peut-être même empêché certaines personnes de créer un personnage qui concrètement ne s'adaptera pas du tout au groupe. C'est pour ça qu'une séance de création de groupe est intéressante aussi, parce que les personnages, enfin les joueurs peuvent choisir leur personnage en fonction de chacun, et créer un groupe où chacun, comment dire, apporte sa patte, apporte sa pierre à l'édifice et a des compétences intéressantes pour, on va dire, permettre au groupe de progresser, ou pour permettre au groupe de mener l'aventure sans qu'il manque, on va dire, une compétence qui risque sinon de leur être fatale. Genre par exemple, si vous êtes en milieu forestier et que vous n'avez pas de ranger ou de spécialiste de la survie, ben, ça va mal se passer les tours de garde et les nuits en forêt, ça je peux vous le dire. C'est qu'un exemple. Donc votre introduction se fera ainsi en douceur, puisque tous les personnages auront une bonne raison de se trouver à l'endroit où vous l'avez décidé pour faire ce que vous avez prévu avec les gens présents. Souvent, dans ce cas, les personnages ont une bonne raison de travailler ensemble. Ils se connaissent déjà, ont collaboré par le passé, sont au service du même employeur, du même seigneur, etc. Et donc sont liés par des liens, on va dire, de féodalité au seigneur qui les obligent à faire ce que le seigneur leur demande. En retour, évidemment, ils auront normalement c'est bien fait. Enfin, c'est théorique. La formation du groupe donc se fera souvent sans heurts. Et c'est souvent après que ça se gâte, en effet. Toujours, de toute façon. L'inconvénient donc de ce genre de scénario est que comme il est adapté à un groupe précis, vous ne pourrez pas utiliser le scénario tel quel pour, on va dire, un autre groupe ou, on va dire, dans un autre cadre. Cela vous demandera donc un travail d'adaptation pour pouvoir le rejouer à un autre groupe, ce qui fait que vous vous retrouverez dans une situation plus délicate qu'un scénario générique, avec donc beaucoup plus de travail à la clé. Certes, mais voilà, au moins vous serez sûr de vous et vous serez sûr des rails, vous n'aurez pas de problème. Donc quoi qu'il en soit, dans l'optique d'un premier scénario pour débutants, donc l'idée importante, je vous conseille le scénario plutôt générique. Alors bon, je disais l'inverse, mais là c'est, on va dire, ma réflexion par rapport on va dire, mon évolution, si je puis dire, peut-être en tant que MJ depuis que j'ai écrit l'article. D'abord parce que vous ne saurez pas forcément ce que vos joueurs vont vous proposer comme personnage, mais aussi parce qu'il est plus simple d'écrire un scénario générique pour une initiation ou pour donc un début de campagne. Par contre, il va falloir prévoir l'intrigue la plus généraliste et souple qui soit pour qu'elle puisse être donc jouée par les groupes les plus hétéroclites et bigarrés en misant sur une certaine bonne volonté de vos joueurs. Donc, au final, quand on va dire les deux, voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution générique ou on va dire spécifique. C'est vous qui voyez, c'est vous qui le sentez.
Voilà, là, quand j'y avais réfléchi, je pensais que le générique c'était plus intéressant parce que voilà, ça permettait de réutiliser le scénario. C'était surtout là pour ça que j'y avais pensé. Mais le scénario spécifique adapté au personnage, en fin de compte, je pense que c'est quand même pas mal pour commencer. Donc création de groupe ou personnage pré-tiré. Je l'ai déjà un petit peu abordé. Euh, donc à moins que vous ne parveniez à retomber sur vos pieds en gérant au mieux la création de personnages, bah oui, car oui, vous avez un levier sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faciliter l'introduction de votre scénario, qu'il soit générique ou adapté. Dans le cas d'un scénario adapté, il n'y a pas 36 solutions, préférez des personnages pré-tirés. C'est souvent le parti pris pour donc des scénarios de démonstration ou de convention. Le temps étant une ressource très limitée dans ce genre d'environnement, avoir des personnages tout prêts permet donc de commencer à jouer rapidement. Vous avez juste à expliquer l'univers, le contexte de départ et vogue la galère. De plus, comme c'est le MJ qui a préparé le scénario et les personnages, il a pu faire en sorte que ces derniers soient des plus impliqués dans l'intrigue qu'il propose et que les éléments donc de la feuille de personnage, motivation, avantages, désavantages, background, soient en accord parfait avec l'aventure qu'il va vous proposer. Donc après, certains scénarios pourront nécessiter la présence d'un personnage en particulier, comme par exemple un Jedi dans Star Wars. Voilà, si vraiment il y a une partie du scénario qui nécessite les compétences d'un personnage particulier dans l'univers, eh ben, là au moins vous pourrez l'inclure dès le départ. Il faudra donc le faire jouer obligatoirement par un joueur complaisant, qui sera donc, on va dire, content, je pense, de jouer ce type de personnage. N'abusez pas donc de ce genre de personnage trop spécifique et indispensable, souvent pas évident à jouer pour les débutants, car sinon vous risquez donc vous retrouver avec un PNJ sur les bras à gérer pendant toute la partie. Et oui, car si personne veut le jouer ou ne peut le jouer, c'est vous qui devrez le gérer, parce que sinon votre scénario risque de capoter. L'inconvénient de la chose est que vous devez créer donc et proposer des personnages qui plairont à la majorité de vos joueurs potentiels et joueuses donc. N'oubliez pas de prévoir un ou deux personnages féminins, pas trop caricaturaux évidemment, pour que les gentes dames qui pourraient se présenter à votre table puissent avoir envie d'y jouer et ne se sentent pas, on va dire, lésées dans l'affaire. Si possible, plus que de joueurs prévus à la table pour qu'il y ait du choix, et une nouvelle fois, compter sur leur bonne volonté. On va dire que la bonne volonté est immense. Hein. Si vous n'optez pas pour des personnages pré-tirés, il va falloir prévoir une séance de création. Et là, il y a deux écoles. Donc soit vous prévoyez une séance où vous ne ferez pas que la création de personnages, ainsi que la description de l'univers de jeu et les principes du jeu de rôle pour les joueurs débutants. Cela vous laissera donc le temps d'adapter votre scénario aux personnages que vos joueurs ont créés et surtout d'éviter les personnages ingérables et impossibles à intégrer, ce en guidant les choix de vos joueurs durant le processus. L'avantage est que les joueurs donc auront un personnage qui correspond à leur attente et potentiellement à celle du MJ. Cela peut paraître frustrant pour les débutants car on ne jouera pas tout de suite. Donc c'est ça le problème. Création en aval, c'est bien, mais on joue pas. Ou alors il y a certains systèmes qui proposent quand même déjà de commencer à jouer, mais il y en a très très peu. Qui proposent déjà, c'est déjà une partie du jeu que de créer le personnage. Ça existe. L'autre école, celle préférable mais beaucoup plus éprouvante pour les MJ, surtout débutants, est de faire la création de notre personnage et la partie dans la foulée. Si votre système de jeu n'est pas trop lourd, c'est tout à fait faisable. Mais dans le cas contraire, par exemple, je cite Ars Magica, où vous avez quand même généralement 4 persos à créer minimum, le mage, son compagnon et au moins 2 suivants, il va falloir donc être extrêmement bien organisé et déjà prévoir plusieurs livres de base ou documents à l'usage des joueurs pour les aider dans le processus de création. Et surtout, que vous MJ, soyez disponible pour tout le monde. Vous risquez d'en ressortir essoré, hein, sincèrement. De plus, si vous enchaînez sur la partie, vous devez improviser l'introduction des personnages et la constitution du groupe avec un scénario générique sous le coude. Voilà. Donc là, vous avez paré à tout. Vous avez un scénario générique, vous avez fait la création de persos et vous devez les adapter, les impliquer dans la foulée. C'est pas des plus évidents. D'où, voilà, par rapport à la réflexion que je m'étais faite, même si le scénario générique a pas mal d'avantages, le scénario, on va dire, plus dirigiste et où les joueurs sont déjà impliqués avec des pré-tirés, ça reste quand même, on va dire, la chose à privilégier, je pense. Voilà. À moins que vous ayez une idée derrière la tête et que vous ayez vraiment envie de faire un scénario générique pour pouvoir le réutiliser ou le publier. Sinon, il y a ça qui peut, on va dire, être très intéressant. Par contre, si vous utilisez un scénario, certes, avec déjà des personnages adaptés et donc pré-tirés,
Là, il n'y a pas de problème, vous avez tout ensemble, et si vous pouvez jouer avec un autre groupe de joueurs, eh bien, vous avez quand même quelque chose qui reste clé en main. Donc pour un scénario à l'usage des MJ et joueurs débutants, la solution des pré-tirés donc, est sécurisante pour le meneur, qui n'aura pas de mauvaise surprise en ce qui concerne les personnages à sa table, et donc pourra se concentrer sur l'univers et les PNJ. Cela permet également de commencer à jouer rapidement, et est donc préférable pour les joueurs débutants. Ne préférez une véritable création de personnages que lors de vos parties suivantes, dans l'optique d'une longue campagne. La taille et la durée du scénario. Ah, le point suivant donc va vous permettre de savoir comment en fait vous allez jouer votre scénario et donc de déterminer quelle est, on va dire, quelle est la taille, donc la masse de notes et que le scénario dont le scénario vous enfin pour lequel enfin comment voulais-je, la masse de notes dont vous allez avoir besoin pour maîtriser votre scénario, que ce soit donc du texte, des plans, des aides de jeu, etc. Et aussi le temps dont vous disposez pour pouvoir maîtriser votre scénario. Donc si vous voulez jouer votre scénario, vous aurez besoin que votre scénario tienne dans un temps donné, souvent, et de moduler sa longueur en respectant ce cahier des charges. Voilà, qui est malheureusement le temps, hein, c'est le facteur le plus dur à gérer dans le jeu. On est bien d'accord, mais le temps dans la réalité, pas le temps dans le jeu. Hein, j'y reviendrai d'ailleurs. Donc le scénario en temps limité est une nécessité pour faire donc une démonstration, par exemple dans le cadre d'une convention, ou on va dire dans le cadre d'une démo en boutique, ou avec un groupe d'amis sur le pouce. Pour les parties entre amis à la maison ou en club, vous devez partir, je pense, sur une base de 4 heures, 6 heures étant une bonne moyenne, mais cela peut aller jusqu'à 8 à 12 heures pour les plus forcenés. Alors, c'est plus vrai aujourd'hui, surtout que maintenant il y a le facteur, on joue, on va dire, par des moyens, par internet, donc soit par Discord ou par plateforme type Roll20, etc. Là, le modèle passe plutôt, on va dire, à des séances plus courtes de 2 à 3 heures. Je commence à voir, donc par rapport à l'époque où j'avais écrit cet article, et pourtant il n'est pas si vieux que ça, hein, ça date de quelques années, je vois là, on va dire que les pratiques ont déjà quelque peu changé. Et donc même moi, on va dire les parties, les séances de 6 heures, ça devient assez rare. Je sais que la plupart du temps, c'est des séances d'après-midi sur un jeu qui dure 5 heures. Et il n'y a que, par exemple, pour ma campagne Rollmaster, où là, on joue toute la journée, et on joue à peu près donc de 14 à 19, et on reprend après de 20h30 jusqu'à minuit passé. Là, ma dernière partie, par exemple, on a terminé à 1h du matin, mais c'est parce que c'était la clôture, on va dire, du chapitre en cours, et donc on voulait terminer, et donc on a joué à peu près, du coup, une dizaine d'heures. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, moi je me souviens par exemple, c'est vrai que je mettais, on va dire, un petit souvenir dans l'article, que j'ai maîtrisé en fait une partie de Cthulhu non-stop quasiment, si juste pour la pause déjeuner et pour aller aux toilettes quand même, qui a duré 16 heures. 16 heures. J'ai commencé à 14 heures, on a terminé à 6 heures du matin. Faites le calcul, ça fait ça. 16 heures, j'ai tenu jusqu'au bout, les joueurs étaient émerveillés, on a fait une très très longue expédition en fait. Ils sont partis de France, ils ont traversé, donc ils ont été jusqu'en Algérie française à l'époque. Ils ont traversé tout le désert du Sahara, ils sont allés jusqu'au Mali pour aller donc dans des ruines oubliées qui sont donc cachées, donc les ruines de Garnes pour ceux qui connaissent Cthulhu. Voilà. Et ben cette partie-là, voilà, c'est une partie mémorable et je m'en souviens comme si c'était hier. Et elle avait duré 16 heures. Et je me souviens également d'une très très belle partie de Rêve de Dragon aussi qui avait duré une dizaine d'heures. Et ça vraiment c'est très exceptionnel. De nos jours, il est clair que faute de temps et parce qu'on passe également par Discord, par on va dire une plateforme intermédiaire, etc. Eh ben, rester concentré sur un écran à écouter une partie, au-delà de 2 heures, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et on l'a vu, on va dire, durant la période qui nous a frappé cette année et l'année dernière, que voilà, les parties s'écourtent. Et il n'y a que quand on est vraiment en présentiel, c'est-à-dire avec des joueurs face à nous en vrai, ça a commencé à revenir, mais il y en a d'autres qui sont encore très attachés à leur partie, on va dire, virtuelle. Et ben, là, les séances peuvent durer un peu plus longtemps, et donc on peut aller 4-6 heures.
Voilà, en fonction évidemment des impératifs de la vie de chacun. Hein. Maintenant, quand on était jeune, qu'on était des ados, qu'on n'avait pas de famille à gérer, eh ben, c'était bien, on pouvait jouer pendant 6 heures, pendant toute une nuit, c'était pas gênant. Maintenant, qu'on a une vie de famille à gérer, eh ben, voilà, c'est plus possible. Donc, moi, pour les débutants, quoi, je conseille 4-5 heures maximum. C'était le conseil que je donnais, mais si pour une partie de démo, souvent vous ne pourrez pas aller au-delà de 2 heures, surtout en convention. 2-3 heures, ce sera vraiment le bout du monde. Bon, j'en vois quand même qui jouent un peu plus longtemps en convention, mais c'est vraiment des vieux briscards qui ont l'habitude. Pour des parties de démonstration, en tout cas, 2 heures, ça me semble être, on va dire, le minimum. Mais si on part donc sur une partie de 4-5 heures où on est avec les joueurs autour de la table, vous allez donc devoir prévoir le temps nécessaire pour chaque étape de votre scénario. Vous devez donc compter 30 à 45 minutes pour votre introduction, donc explication du système de jeu, de l'univers, présentation des personnages, environ. 30 à 45 minutes pour chacune de vos scènes principales, 1 heure pour chaque scène de combat, environ. On est des débutants, donc ça va prendre du temps, c'est à peu près évident, le temps de tout expliquer, d'expliquer les différentes on va dire options et de faire un petit peu si vous faites de la tactique. Alors si vous sortez les figurines, là c'est sûr que vous allez y passer plus d'1 heure. Et une demi-heure de plus pour l'épilogue. Et l'inévitable distribution et dépense des points d'expérience s'il y a lieu. Sur un scénario généralement en démo, cette phase-là, on l'oublie puisqu'il n'y a pas besoin. Hein, les personnages, vous ne les rejouerez pas, à moins, on va dire, qu'il n'en soit autrement. Alors, ainsi, un scénario typique avec une introduction, 3 scènes principales, 2 scènes de combat et un épilogue, vous obtenez à peu près donc 4-5 heures. 4 au moins, 5 au plus. Donc, il va falloir donc essayer de tenir ce timing en cours de jeu. Donc, moi, je vous conseille d'avoir soit un ordi avec l'heure, soit on va dire un chronomètre ou quelque chose pour que vous puissiez voir à peu près où vous en êtes. Et respecter ainsi votre temps de jeu et donc l'équilibre et le rythme que vous voulez donner à votre partie. Car oui, s'il y a des scènes qui traînent trop en longueur, le rythme va s'affaisser, le rythme va baisser, les joueurs vont s'endormir, et donc il va falloir frapper un grand coup et faire ce qu'on appelle, on va dire dans le milieu, l'attaque des ninjas. C'est-à-dire, voilà, les joueurs s'endorment, savent plus trop où aller, savent plus trop quoi faire, et ben hop, une scène d'action pour les remettre dans le bain, croyez-moi, ça les réveille. Et donc n'hésitez pas à abréger une scène en douceur si elle venait donc à trop traîner en longueur. Et votre partie vraiment ne s'en portera que mieux. C'est parfois un peu frustrant, parce que vous aviez peut-être prévu des choses et les joueurs n'en ont pas profité. Mais il vaut mieux ça plutôt que de foutre en l'air votre partie parce que voilà, vous avez trop traîné. Si vous avez une idée qui nécessite beaucoup plus de temps de jeu, n'hésitez pas à découper votre aventure en plusieurs parties, 2 à 3 maximum, pour ne pas devoir faire de fastidieux résumés à chaque épisode. Par exemple, vous avez un scénario que vous avez fait vous-même, que vous pensez pouvoir jouer sur, on va dire, 6-8 heures. Alors, faites 2 séances, ou 3 séances, même si vous jouez par Discord, par exemple, ou par un autre moyen, et que vous faites des petites séances de 2 heures, ce sera l'idéal. Voilà. Alors, les types de scénarios, dont je parlais un petit peu plus haut, linéaire, arborescent, bac à sable. Donc ensuite, vous devez réfléchir à la manière dont vous allez raconter votre histoire et la développer. Pour cela, il y a 3 gros modèles que sont donc le développement linéaire, arborescent et le mode bac à sable, ou dit sandbox pour les fans de jeux vidéo. Le développement donc linéaire est le plus simple à mettre en place et donc celui que je conseillerais des rechefs pour donc les MJ débutants. C'est simple, vos joueurs partent du point A pour aller au point B où il va y avoir, où va avoir lieu la scène suivante, puis ils sont invités à se rendre au point C pour poursuivre l'aventure, et enfin jusqu'au point D, où ils vivront la scène finale. Voilà, ça c'est net, c'est sans bavure. L'avantage est que votre aventure sera aisée à suivre pour vous comme pour vos joueurs, surtout si vous êtes débutant. Vous pourrez d'ailleurs matérialiser votre scénario en traçant une ligne sur une feuille, en indiquant donc les étapes ou arrêts, comme si vous preniez le métro sans changer de rame. Le point négatif est que l'on pourra ressentir votre aventure comme dirigiste, c'est-à-dire que en clair, vous forcerez la main pour aller à l'étape suivante, puisqu'il faut impérativement aller à l'étape suivante pour continuer l'aventure. Si vos joueurs sautent du train, vous devez improviser ce qui va leur arriver, et tout faire pour les ramener sur les rails. Donc, le scénario linéaire, il y a une étape, mais si eux, ils refusent cette étape et qu'ils vont faire autre chose, qu'ils ont une autre idée, alors je ne vous demande pas de les empêcher de le faire. Je vous demande plutôt d'être beaucoup plus malin et de les inviter à revenir dans la trame principale. Mais ça, évidemment, ça s'apprend, hein, ça ce qu'on appelle l'improvisation.
et donc de les ramener, comment dire, à votre scénario de manière plus subtile et plus souple. S'ils voient que vous forcez la main, que vous mettez ce qu'on appelle des murs de verre autour d'eux, ou concrètement, j'essaye d'aller faire ça, non, tu peux pas. Oui, mais pourquoi? Parce que ça, c'est pas bon. Ça c'est le bon truc pour que vos joueurs, ils sentent, comment dire, que après, ils vont comprendre que c'est un truc qu'on n'a pas prévu, et que donc, il- voilà, vous êtes en train, il est en train, on va dire, de vous mettre à défaut, de vous mettre dans l'embarras. Donc, essayez des choses plus subtiles. Et la chose la plus subtile, ce n'est pas de leur demander ce qu'ils veulent faire, mais comme par exemple dans un livre dont vous êtes le héros, de leur dire, mais est-ce que vous voulez faire ça, ça, ça ou ça? Et là, vous les guidez déjà, vous leur dites, ben voilà, ça, vos personnages réfléchissent, ils peuvent faire ce genre d'action, et toutes ces actions vont, vous l'avez prévu, mener à votre étape suivante, quoi qu'il arrive, parce que vous avez prévu ça dans votre tête, parce que vous êtes très malin. Le MJ est souvent une personne maligne, hein. Bon, le joueur aussi, il faut quand même le reconnaître. Donc de plus, donc les aventures linéaires, même si elles peuvent être palpitantes, pourront déplaire à certains joueurs épris de liberté, en particulier de liberté d'action. Ils pourront se sentir lésés à force d'être remis sur le droit chemin, et donc considérer l'ensemble de votre scénario comme pas terrible. Et oui, souvent, scénario linéaire, c'est, on va dire, synonyme de scénario pas très intéressant. Ça a mauvaise réputation, on va dire. Mais on peut faire d'excellents scénarios linéaires sans même que les joueurs s'en aperçoivent, car vous êtes, en tant que MJ, ce qu'on appelle un illusionniste. Et donc, même si votre scénario est linéaire, il faut leur donner l'illusion qu'ils sont libres. Et ça, c'est possible, comme je vous le dis, en non pas leur dire que faites-vous, parce que là, ils vont souvent, pour des joueurs débutants, pas savoir quoi faire, il faut quand même être clair, soit leur proposer telles options. Et ces options-là vont les mener obligatoirement à votre étape, par des moyens un peu détournés. Mais si vous leur proposez 3 choix, ils en prendront un, et vous aurez, on va dire, dans votre scénario, prévu que tel ou tel type de choix va les ramener de toute façon à l'étape intermédiaire que vous voulez. Voilà. Mais donc rassurez-vous, ce modèle sera votre meilleur allié donc pour vos premières parties, car il faudra évoluer avec vos joueurs vers d'autres modèles. Ensuite, c'est alors qu'avec un peu de bouteille, vous pourrez passer au modèle suivant, dit arborescent. Celui-ci demande un peu plus de travail et d'organisation, car toujours en traçant un simple schéma sur une feuille de papier pour représenter le développement de votre scénario, vous allez leur permettre de faire un choix à chaque étape. Donc là, le choix n'est pas, on va dire, un moyen détourné de leur donner une fausse liberté, comme je le disais avant, et pour, on va dire, jouer un scénario linéaire, vous en vous sécurisant et eux en leur donnant l'impression qu'ils ont quand même, on va dire, une certaine liberté. Mais là, vous prévoyez les étapes intermédiaires qui mènent malgré tout vers le point vers lequel vous voulez aller. Vous allez donc partir d'un point, vous allez leur proposer plusieurs choix qui va leur donner par exemple 3 scènes possibles, mais ces 3 scènes possibles vont permettre malgré tout de retourner vers un point unique qui est une sorte de charnière en fait dans votre scénario, qui est un passage obligé. À savoir que dans les jeux vidéo, évidemment, ce modèle arborescent est un grand classique pour la narration en fait des aventures de RPG, etc. Même, on va dire, quand on est en mode complètement libre, quand on pense, il y a malgré tout des passages obligés. Bah là, c'est pareil. Donc, c'est vous qui gérez, mais vraiment là, vous développez des scènes qui ont vraiment une importance capitale dans le scénario et qui leur permettent d'atteindre le même objectif, mais en prenant des chemins différents. Donc ainsi, à chaque étape, vous prévoyez ou proposez 2 à 3 choix possibles d'action et de scènes pour poursuivre l'aventure. Et ainsi, à partir des points intermédiaires choisis, où ils pourront ainsi découvrir plusieurs des éléments de votre intrigue, vous pourrez les renvoyer soit sur un élément, le tronc commun, soit sur d'autres alternatives, encore des branches. Et vous qui voyez à quel niveau de complexité vous voulez que votre scénario soit. L'important, évidemment, vous pouvez donc prévoir d'ailleurs de pouvoir rattraper certaines scènes en prévoyant des chemins de traverse et autres raccourcis. Et donc l'important est de ne pas perdre de vue l'étape finale où vous les amenez, mais ils l'atteindront donc par des chemins variés. Et chose que je voulais également rajouter par rapport à cela, donc vous avez vos embranchements qui permettent donc de développer certains éléments. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, dans les scénarios d'enquête, si vous faites un scénario d'enquête arborescent, prévoyez que dans chacune des branches que vous voyez, il y ait, on va dire, des redondances d'indices. C'est-à-dire, voilà, s'ils choisissent une voie, mais que du coup la voie leur fait avoir un indice, mais manquer tous les autres, et que s'ils doivent avoir tous ces indices pour pouvoir aller jusqu'au bout, ça va poser problème, évidemment. Donc,
redondance d'indices. Vous savez que voilà, ils vont vers cet embranchement-là, qu'ils vont découvrir assurément cet indice-là qui était par exemple caché dans l'auberge où le voleur a caché son trésor. Mais voilà, ils ont loupé par exemple l'autre indice où voilà, ils n'ont pas fouillé le lieu du dernier vol pour trouver un indice capital qui permet de retrouver directement le voleur qui lui n'est plus à l'auberge et n'y reviendra pas. Là c'est pareil, vous devez donc faire en sorte de prévoir qu'il y ait des indices supplémentaires, même les mêmes indices qui étaient dans vos deux autres voies, mais qui peuvent se trouver à d'autres endroits. Il faudra un petit peu improviser pour que ce soit crédible, mais je pense qu'à mon avis, c'est tout à fait possible, avec un petit peu de réflexion. Donc au final, vous aurez donc une représentation beaucoup plus complexe du développement de votre scénario, mais sur laquelle vous aurez un certain contrôle, ce qui n'empêchera pas vos joueurs de prendre un tout autre chemin, mais ce n'est pas grave, car vous avez plusieurs solutions pour les ramener sur votre arborescence principale. Et oui, si vous prévoyez un scénario arborescent, et que vous voyez qu'ils vont un petit peu dans la nature, pas sur une des trois branches que vous avez suivies, vous pouvez quand même, assez facilement normalement, les ramener sur une des trois que vous avez prévues. Normalement, si c'est bien fichu, ça doit être possible. À part si vraiment ils refusent complètement le scénario et qu'ils s'en vont de la ville où devait se passer le scénario. Là, par contre, ça va être un peu difficile. Si vraiment ils veulent pas faire le scénario, ce qui arrive assez souvent. Moi, je sais que là, la dernière séance de Rollmaster que je viens de maîtriser, je leur ai proposé à peu près 6 idées de scénario et ils ont toutes refusé de les faire. Mais ils étaient en mode là, justement, bac à sable total. Et ils ont refusé de faire tout ce que je leur proposais. Ah ben, il a fallu que j'improvise. Mais heureusement, j'avais toujours du matériel sous le coude pour pouvoir, leur mettre, quelque chose sous la dent, en plus que eux faisaient, parce qu'ils font beaucoup de gestion. Donc, l'avantage est donc que vous donnez l'illusion d'un scénario ouvert, comme je le disais, où vos joueurs ne seront plus enfermés dans une histoire et où ils auront où ils n'auront qu'une seule possibilité pour poursuivre l'aventure. De plus, si vous rejouez votre scénario avec d'autres groupes de joueurs, il permet de vivre un scénario unique puisque les choix des joueurs les auront peut-être amenés à suivre des pistes différentes pour arriver au même objectif. L'inconvénient est qu'il demande beaucoup de travail de la part du MJ, c'est pour ça que je ne le conseille pas à des MJ débutants. Il devra découper son intrigue et prévoir des scènes secondaires liées à son intrigue principale, ce qui demande d'être à l'aise avec l'écriture et la gestion de scénario en général. Enfin, en ce qui concerne donc le mode bac à sable, il s'agit de la manière la plus satisfaisante de développer une intrigue pour le jeu de rôle, mais c'est aussi la plus complexe à gérer, celle qui demande le plus de préparation aussi. Votre aventure ou enquête se déroule dans un cadre donc entièrement ouvert où les personnages peuvent évoluer en fonction de leurs idées et de leurs intentions. Pas de schéma ou d'ordre prévu pour les scènes, au mieux une chronologie des événements, comme je vous le disais, qui vont se reproduire à un moment, prévu, à un moment donné. Pas de schéma ou d'ordre prévu pour les scènes, au mieux une chronologie d'événements qui vont se produire à un moment donné en fonction ou non des actions des joueurs. Et surtout, vous aurez donc besoin de décrire un grand nombre de lieux et donc de PNJ qui les habitent pour les besoins de l'aventure. Et c'est là que le point le plus délicat à mettre en place, car votre intrigue, donc les indices, seront ainsi répartis, dilués, dissimulés entre de nombreux sites et protagonistes. Donc on revient sur la même idée du scénario arborescent, mais là on la développe encore plus. Mais chaque élément mis bout à bout permettra donc d'avoir une vision d'ensemble satisfaisante de votre idée de départ. Bien sûr, certains lieux ou PNJ permettront d'avancer plus vite ou de découvrir plusieurs choses, mais vous devrez toujours penser à leur donner un élément, même indirect, comme dans un jeu de piste, qui leur permettra de découvrir la solution afin de les amener donc au lieu où se déroulera la scène finale face aux grands méchants et ses sbires, en général. Donc ces deux derniers types de développement permettent d'ajouter des intrigues secondaires qui n'ont rien à voir avec l'intrigue principale, voire même des fausses pistes, que je ne conseille pas évidemment pour les débutants. Mais si après vous développez par la suite, mettre des fausses pistes ou des aventures secondaires, ça peut être intéressant et ça peut leur donner, on va dire, également du grain à moudre s'ils ont envie d'aventure. Mais ils auront peut-être joué de manière satisfaisante, mais pas forcément réglé l'intrigue principale. Ou à moins que vous fassiez une deuxième séance pour, leur dire, voilà, maintenant il va falloir s'occuper de ce problème. Donc les intrigues secondaires peuvent être intéressantes pour casser le rythme et permettre aux joueurs de s'intéresser à d'autres aspects de l'univers. Les fausses pistes peuvent être des éléments pertinents à insérer dans votre intrigue pour donner plus de vraisemblance à celle-ci justement. Après tout, on ne tombe pas forcément sur le coupable du premier coup et on peut, on va dire, se tromper. Donc, introduire le jeu et impliquer les personnages. Scénario à mission, scénario ouvert.
Donc même si on a abordé donc, le sujet un peu plus haut, donc je veux préciser que ce point crucial pour le bon déroulement d'un scénario de jeu de rôle. Maintenant, donc, vous avez donc une intrigue solide et un schéma de développement pour celle-ci, les joueurs et les personnages prêts à se lancer dans l'aventure, il va falloir soigner votre introduction. D'abord, pour une première partie d'un jeu complètement nouveau pour les joueurs, vous devez prévoir un peu de temps pour expliquer les principes généraux du jeu de rôle, décrire l'univers, et surtout, dans les grandes lignes, hein, et surtout leur dire ce que savent les personnages de l'univers. Donc en clair, quand vous leur décrivez l'univers, vous leur décrivez ce que sont censés savoir leurs personnages. Et les principes de base du système de résolution. Pas plus de 45 minutes. Généralement, 20 minutes, une demi-heure, grand maximum, c'est bien. 15 minutes pour un scénario de convention, c'est mieux. Il s'agit donc d'être concis et efficace, et c'est un exercice qui vous demandera un peu d'expérience pour être pleinement maîtrisé. Même moi, hein, j'ai du mal de toute façon à tenir l'explication comme ça d'un jeu. Moi, je mets souvent 1 heure. Hein. Voilà, mais parce que je parle beaucoup, je pense que vous l'avez compris. Vu que cette vidéo va faire énormément de temps et que j'ai pas encore fini. Mais voilà, ça fait partie du truc, je le sais très bien, donc je fais au mieux, mais bon, voilà, je soigne quand même cette introduction. Et le plus simple donc est d'amener vos joueurs par la méthode adéquate, par la ruse, la force ou simplement en les engageant, à celui qui donnera l'objectif de l'aventure au groupe, ce qui donnera donc lieu à un scénario à mission. C'est le moyen donc le plus simple et le plus efficace d'impliquer vos personnages dans le scénario, mais également le plus éculé, évidemment. Donc c'est pas d'une originalité foudroyante, mais ça permet de se lancer rapidement. Beaucoup de jeux fonctionnent sur ce schéma d'implication, donc Star Wars, Mission pour la Rébellion, Shadowrun, le monsieur Johnson vous donne une mission, vous allez être payé si vous réalisez cet objectif, et illuminé Satanis. Votre supérieur vous amène, vous n'avez pas le choix, vous devez remplir cette mission pour le compte, on va dire, du paradis ou des enfers, en fonction du jeu auquel vous jouez. Mais ce n'est pas pour autant mauvais, c'est juste qu'il faut savoir varier en fait. Donc vous allez le faire pour votre première partie, et pour les parties suivantes, vous allez essayer, on va dire, sauf si c'est un jeu à mission comme Shadowrun, qui se fait dans la durée, ou même pour Star Wars, ou même Innominé Satanis, hein, c'est des jeux à mission, vraiment dans un schéma de mission dans la durée. Donc, mais c'est quand même possible de sortir de ce carcan au bout de quelques scénarios, quand les personnages ont de la bouteille, ont de l'expérience, et que le MJ lui aussi est à l'aise. Et là, on peut commencer à penser, par exemple, à gérer des intrigues secondaires, mais où eux vont dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va leur donner des ordres. Ils vont, comment dire, avoir envie de s'impliquer dans telle ou telle intrigue, parce que il y aura eu un passif, il y aura eu des scénarios précédents, où il y a des choses qui auront été laissées, on va dire, en suspens, et qui vont vouloir, eux, de leur propre chef, gérer. La seconde méthode, la méthode d'introduction dite ouverte. Vos personnages arrivent dans un lieu et doivent tout seuls entrer dans l'intrigue par l'intermédiaire d'éléments dont ils seront témoins, ou qu'ils auront déclenché. C'est le moyen, on va dire, le plus intéressant. Et c'est celui, on va dire, plus des films. Les films, on a souvent dans les films, on n'a quand même pas tout le temps un schéma à mission. On rentre dans l'intrigue par rapport à des événements dont nos personnages vont être témoins, et c'est ça qui va nous faire raccrocher le fil et après suivre donc l'aventure. Donc bien sûr, si vos joueurs sont des esprits chagrins ou un peu distraits, ils verront tous les événements se dérouler devant eux sans y avoir pris part ou sans avoir compris ce qui se passait. Ça peut arriver. Et c'est le risque de cette méthode, mais c'est pour autant la plus naturelle et la plus satisfaisante pour introduire votre scénario. Elle ravira donc les joueurs épris de mystère, d'esprit d'initiative et curieux de nature. Cela demandera également une grande réactivité et des capacités d'improvisation de la part du MJ pour amener les personnages à entrer dans l'intrigue. Mais vous verrez, c'est vraiment très gratifiant. Par contre, une nouvelle fois, je ne conseille pas pour des MJ et des joueurs débutants. Parce que certains, naturellement, ils iront là-dessus, mais c'est pas garanti. Donc, filet de sécurité, donnez-leur quand même des tâches à faire, une mission, quitte après à les ramener dans le scénario avec les événements qu'ils vont avoir par rapport à une mission. Genre par exemple leur donner une fausse mission qui n'est qu'un prétexte, qui vont leur permettre de s'introduire dans votre scénario. C'est une possibilité aussi. Le déroulement typique, donc intro, scène, péripétie, finale. Comme à peu près dans toute histoire, que l'on aille, on va dire, des anciennes épopées aux contes classiques jusqu'au, on va dire, au roman actuel, on a toujours une introduction, des scènes et péripéties et un final, généralement. Toutes les histoires, on va dire littéraires, ou même donc théâtrales, cinématographiques maintenant, ont ce schéma de près ou de loin, et on les retrouve. Donc quelques précisions donc, à propos du déroulement du scénario.
Vous avez donc d'abord plusieurs manières de mettre en scène votre introduction. Dans le cadre donc d'un scénario à mission, le plus simple est de commencer directement par la rencontre avec les supérieurs employeurs, intermédiaires, informateurs de vos personnages. Ils exposent solennellement l'historique et les objectifs de la mission, répondent aux questions, précisent quelle sera la récompense. Basta, simple et efficace. Dans le cas d'un scénario ouvert, vous commencez par la description du cadre, vous introduisez les PNJ importants de manière directe ou indirecte, et le premier événement a lieu, et c'est maintenant aux joueurs de jouer. Déjà plus délicat, surtout pour des débutants. Par contre, vous pouvez procéder un peu différemment en lançant vos joueurs directement dans l'action, ce qu'on appelle donc le in medias res, au milieu des choses, pour ceux qui ne pratiquent pas le latin. Donc c'est une méthode très utilisée au cinéma, comme par exemple pour l'introduction des films de James Bond avant le générique. On est directement dans l'action, James Bond était en train de faire une mission et on le voit dans l'action. Et ça, évidemment, ça permet, parfois les scènes même de James Bond durent énormément de temps. Les scènes d'introduction donc de In Medias Res sont extrêmement, on va dire, jouissives parce que avant qu'on ait le générique, il s'est passé énormément de choses. Alors souvent, ça n'a pas forcément de rapport avec la mission en cours, comme par exemple dans plein de films, on va dire, période Roger Moore. Où ça a rapport, on va dire, avec le scénario en cours et l'intrigue qui va avoir lieu, parce que c'est la première fois qu'il va faire face au méchant, il va le défaire, et ensuite il va le revoir plus tard, comme par exemple, c'est dans quel film qui se passe ça. Il y en a plusieurs, hein, encore de toute façon dans James Bond, on retrouve aussi ce schéma. Donc par exemple dans les films de période Daniel Craig, entre autres. Par contre, le In Medias Res est une méthode donc très satisfaisante pour les scénarios d'action, justement, où le MJ veut que son scénario soit rythmé et dynamique. Pour ce qui est des scènes organisées ou non en chapitres, les péripéties qui suivent l'introduction, là, tout dépend en fait de votre schéma narratif, linéaire, arborescent, bac à sable. En fonction de la manière donc avec laquelle vous avez découpé votre intrigue, il s'agit de mettre en scène donc les éléments que vous avez prévus. Lieu, événement, PNJ, confrontation. Donc vous avez besoin pour faire avancer tout ce dont vous avez besoin pour faire avancer votre thème principal, jusqu'au dénouement. Que les personnages donc, enchaînent des scènes selon les choix ou la nécessité des événements, vous ne devez pas perdre de vue votre objectif et celui que vous leur avez donné pour en arriver à la scène finale où tout se résoudra. La scène finale doit être amenée donc, selon une méthode que l'on appelle au cinéma ou dans les séries le climax, donc l'apogée en fait de l'intrigue, où là on arrive au niveau le plus haut de tension, de stress, où donc là tout va se jouer, tout va se résoudre. Et c'est-à-dire le point le plus élevé en termes de ressort narratif, le moment où tout va se jouer, où après une montée progressive de l'intensité dramatique et donc les émotions ressenties par les joueurs, on arrive au moment le plus haut, le plus essentiel, c'est-à-dire la confrontation finale avec l'énigme ou le problème à résoudre, avec le coupable, le méchant principal, à l'origine de toute l'histoire. Bien aborder donc la scène finale, selon ce principe, vous demandera évidemment de bien préparer vos scènes pour aller dans ce sens, en dosant savamment ce que les personnages découvrent ou résolvent pour poursuivre l'aventure, tout cela en augmentant progressivement la difficulté et l'opposition. Mais on va y revenir. Donc de quoi avez-vous besoin pour jouer maintenant? Donc les aides de jeu, notes, plans, images. Petite précision donc là-dessus. Donc commençons par le strict minimum, des joueurs déjà. Ça peut paraître idiot de le préciser, mais vous avez quand même besoin au minimum de 2 joueurs, même si les solos c'est possible. Et très sincèrement, pour qu'une table fonctionne bien, moi je sais que je joue en ce moment avec des tables de 3-4 joueurs. Ça peut aller donc par exemple pour ma table d'une jusqu'à 6 joueurs. Mais ça doit rester, on va dire, extrêmement... voilà, pour les débutants en tout cas je ne le conseille pas du tout, parce que voilà, avoir à gérer trop de joueurs, ça devient très très vite problématique. Donc restez, on va dire, sur 3-4 joueurs, ce sera très très bien. 4 joueurs, voilà, c'est le mieux, on va dire, pour commencer. Certains jeux donc se prêtent bien par contre pour jouer un solo, par exemple le James Bond, encore lui, puisque voilà, on joue 1-0-0 et ça permet de faire ses premières armes. Bon, après je dis pas, c'est vrai que James Bond est un jeu assez vieux, alors je le mets en exemple, mais c'est l'exemple en fait du jeu solo qui est quand même très intéressant à jouer, qui était très intéressant à jouer, même si le jeu n'existe plus. Mais vous pouvez trouver d'autres jeux où concrètement vous pouvez faire même du Donjons et Dragons avec un seul joueur en solo, hein, c'est possible. Mais c'est pas très intéressant, vous le verrez, parce que le personnage, il lui manquera, on va dire, des compétences essentielles pour aller jusqu'au bout de votre scénario, parce que il n'a pas de compagnon pour pallier, comment dire, à ses manques.
Pour le reste, il vous faut donc une table et des chaises, une table basse, des coussins confortables. Voilà, par exemple pour la méthode du docteur Chestel, on nous conseillait de jouer sur un divan de thérapeute. C'est bête à dire, mais il vaut mieux quand même qu'on soit confortablement installé, car on va passer 4 heures à jouer. Moi, je me souviens, à l'époque, quand on était jeune, on jouait dans ma chambre, et donc on était souvent sur le lit, on va dire, assis sur le tapis. C'était pas du plus bel effet, mais bon, on faisait avec ce qu'on avait. Donc prévoir évidemment les feuilles de personnages vierges ou pré-tirées, les crayons, les gommes, un taille-crayon, des dés en quantité suffisante pour fournir à tous les joueurs, sinon pas les leurs. Les joueurs peuvent se prêter des dés disposés au centre de la table dans un premier temps, mais il vaut mieux qu'ils aient quand même chacun leur propre set de dés. Et donc après, on peut... voilà, ça c'est l'essentiel. Le meneur de jeu, lui, pourra investir ou fabriquer un écran. Il fera donc figurer les tables et données dont il a besoin pour maîtriser. Souvent donc les feuilles de référence photocopiables dans le bouquin de base, ou si c'est l'écran officiel, normalement il devrait tout y avoir dessus. En théorie, je dis bien, parce qu'il y a certains écrans qui ne sont pas, on va dire, les mieux pensés et qui n'ont pas forcément tout ce dont on a besoin pour maîtriser une partie. Et dans ce cas-là, il faudra que vous ayez votre feuille d'aide de jeu. Et donc moi, justement, je vous propose, comme je vous l'avais montré, mon terrible classeur d'aide de jeu de Rollmaster de 300 pages ou presque, où il y a tous les tableaux, et ce qui me permet en fait de consulter l'écran assez peu en fin de compte, juste on va dire pour certaines tables dont j'ai besoin, celles dont j'ai le plus souvent besoin qui sont répétées sur l'écran, mais sinon les autres tables elles sont dans un classeur. Donc le MJ aura évidemment ses notes avec lui, son scénario sous la forme d'un schéma ou la forme de notes clairement lisibles où vous pouvez facilement retrouver vos informations en cours de jeu. Attention à savoir vous relire et à organiser vos informations pour pouvoir les retrouver en cours de jeu, c'est très important. C'est souvent, on va dire, en cours de jeu qu'on n'arrive pas à trouver l'information. Ça m'arrive encore à moi aussi, c'est terrible. Que ce soit les informations en termes de règles ou de scénario, on ne les retrouve jamais quand il faut. Et il pourra s'être fait des fiches pour ses PNJ. Donc là, vous prenez des petites fiches Bristol avec le nom du PNJ, ses caractéristiques si vous le voulez. Même si, bon, moi, je ne vous conseille pas, on va dire, parce que ça prend énormément de temps à faire ces fiches de PNJ. Mais au moins qu'il y ait sa description, ses objectifs et implications. Et voilà, pour les caractéristiques, voilà, mettez ce dont vous avez surtout besoin. S'il n'y a pas besoin de faire forcément une feuille complète de personnages. Moi, voilà, par exemple, pour la campagne Rollmaster, c'est main dans les poches. Mes PNJ n'ont aucune caractéristique. Sinon, j'y passerais, on va dire, le mois précédent la partie à faire les caractères de mes PNJ, sans garantie en plus qu'ils servent, même s'ils peuvent servir plus tard. Donc il y aura également quelques plans des lieux importants que les joueurs visiteront durant la partie. Vous pouvez les avoir dessinés vous-même ou avoir trouvé des choses sur internet. C'est-à-dire un château, un souterrain infesté de monstres à explorer et à piller, les grands classiques, évidemment, pour les scénarios linéaires. Le MJ gardera toujours un livre de base sous le coude pour s'y référer en cours de partie, si besoin. Mais je déconseille parce que ça risque de casser la partie. Donc ayez des feuilles de référence plutôt que d'aller chercher vos règles dans le bouquin. Et sinon, vous pourrez, on va dire, au moins le prêter au joueur qui lui aura le temps, comment dire, d'aller consulter les données dont il a besoin dans le livre. Et il existe maintenant pour pas mal de jeux des guides du joueur qui rassemblent, on va dire, les données nécessaires au joueur. Comme par exemple pour le dernier que j'avais présenté pour Bitume, où il y a, on va dire, les données du joueur, les règles de base et toutes les informations dont il a besoin sur ses voies, voilà, ou ses capacités pour d'autres jeux. Voilà. Après, on passe évidemment un peu plus dans le luxe. Donc si vous avez le temps de préparer votre partie, vous pouvez faire des recherches de photos ou d'images, ce que je fais beaucoup moi, pour figurer les représentations de vos PNJ. Et moi en plus j'ai l'habitude de les afficher sur un écran, sur le double écran en fait de mon ordinateur. Donc les lieux et décors de votre scénario, cela n'a l'air de rien, mais faire un scénario Cthulhu années 20 avec des photos d'époque, des lieux que vous visitez et des gens que vous rencontrez, c'est très immersif. Et ça, c'est un point vraiment très important, très, très gratifiant de notre passion justement. Vous pourrez pour cela soit les imprimer, soit pour les distribuer aux joueurs, voire les afficher sur votre écran de jeu avec des trombones ou avec on va dire des petits stands en plastique comme je vous avais montré quand je vous ai présenté la gamme Cthulhu. Sinon vous pouvez
pouvez les présenter, on va dire, avec vos mains, tout simplement, et les passer à vos joueurs, ou donc sur un écran, comme je vous le disais. Pour les scénarios où il y a beaucoup de PNJ, cela pourra être très utile pour que les joueurs s'y retrouvent. Parce que souvent, on va mettre un nom, mais ils ne mettront pas forcément d'image dessus, alors que s'il y a le nom et l'image, et que l'image reste face à eux, c'est plutôt pas mal. Donc un bloc de feuilles vierges de post-it peut également être très utile. D'abord pour le MJ, pour y noter des informations importantes en cours de partie, heure de rendez-vous, réponse à une lettre ou un télégramme envoyé par un PJ, événements à déclencher, etc. Et heure, on va dire, d'événements, on va dire, dans le scénario, si ça a été modifié par rapport à votre trame d'origine, mais également pour passer discrètement des informations aux joueurs, ou l'inverse. Il y a toujours la possibilité donc de faire un aparté rapide dans la cuisine, mais un petit mot de la part du joueur ou du MJ est parfois plus efficace et ne casse pas le cours de la partie. Il ne faut pas non plus que ce soit, comme j'avais vu à une certaine époque avec des joueurs particulièrement retors et chafouins, on va dire la bataille, comment dire, de boulettes de papier par-dessus l'écran. C'était assez pénible. Mais j'ai eu quand même, pour information, un souvenir d'une partie en fait où tous mes joueurs ont joué à Vampire. Une intrigue évidemment où tout le monde jouait contre tout le monde. C'était le principe. Tout le monde avait des objectifs différents et avait, on va dire, en fait le même objectif, mais voulait y arriver pour des raisons différentes et pour un groupe de pression ou on va dire une secte différente. Et c'était en fait échanger leur numéro de téléphone portable et s'envoyer des SMS. C'était vraiment excellent, mais bon, voilà, à ne pas renouveler à tout bout de champ parce que ça peut quand même être extrêmement pénible. Donc adapter la difficulté et mener les combats. Alors, l'un des points importants que vous devez gérer donc en tant que professionnel, en tant que MJ, est le combat. Les scènes de combat donc, sont un moment d'une grande intensité dramatique que les joueurs apprécient beaucoup généralement, même s'ils les appréhendent souvent, surtout en tant que MJ et même en tant que joueur. Le MJ, lui, il ne sait pas s'il va pouvoir gérer correctement sa scène, parce que c'est pas évident. Et en plus, les joueurs, eux, soit ils sont sur deux et ils vont foncer tête baissée, et dans ce cas-là, ça va être une boucherie, pour l'un comme pour l'autre, ça peut être autant pour les PNJ que pour les joueurs, soit ils sont pas du tout sur deux, ils vont pas utiliser correctement leurs capacités et ils vont se mettre dans la difficulté. Car oui, il s'agit donc de se confronter à une adversité et de risquer de se prendre des mauvais coups, voire même de trépasser. Et ça peut arriver plus vite qu'on ne le croit. Voilà pourquoi donc il s'agit de bien mesurer l'opposition que vous proposez. Et là, le système de jeu vous aide souvent à doser correctement l'adversité pour ne pas récurer votre groupe sans autre forme de procès. Comme dans les règles de DD5 par exemple, où chaque monstre est associé à un facteur de challenge. Donc ça permet de doser par rapport à la puissance du monstre si vos joueurs sont en mesure de pouvoir le rencontrer et techniquement le battre si normalement ils n'ont pas, on va dire, s'ils ne sont pas complètement désorganisés et s'ils n'ont pas vraiment, ils ne jouent pas de malchance. Utilisez ces règles si elles existent donc dans le système de jeu afin d'équilibrer vos rencontres. Sinon, c'est à vous de voir au mieux comment le faire, donc le faire à la louche comme on dit, en fonction du niveau d'expérience des personnages, et remanier si besoin au cours de la scène si vous voyez que vos pauvres PJ se font tragiquement botter les fesses par un ennemi théoriquement plus faible. J'ai vu, comment dire, des scènes, on va dire, dans l'outre-monde, avec des samouraïs pourtant qui étaient extrêmement puissants, se faire dézinguer par un gobelin. C'est possible quand on n'a pas de bol. Ça arrive, malheureusement. Voilà. Mais l'inverse est aussi vrai, et une menace sérieuse peut être ruinée par de bons jets de dés de la part des joueurs, ou des mauvais de votre côté. Dans ce cas, vous avez deux options. Soit vous leur laissez le bénéfice de leur victoire, méthode gentil MJ, soit vous adaptez l'opposition en trichant. Ah bah oui, c'est mal. C'est-à-dire en mettant plus de PV, en lui permettant d'avoir une capacité pour résister ou pour s'en sortir, ou pour faire apparaître des renforts. Alors je tiens donc à souligner mon propos sur ce point. Le but de tout jeu de rôle qui se respecte est de faire vivre une aventure intéressante, palpitante, inoubliable. Pas de tuer arbitrairement les personnages de vos joueurs. Quand je parle de tricher ou de réadapter l'opposition dans les combats, c'est uniquement pour faire de la scène de combat qui n'a rien de gratuite, qui n'a rien de quelque chose de gratuit, mais quelque chose d'une réelle nécessité dans le scénario. Un moment dramatique intéressant. Les scènes de combat gratuites, évitez quoi. Absolument. Il s'agit donc de tricher pour que les joueurs en aient pour leur argent. Et quand je dis tricher ou adapter, cela veut dire aussi tricher en leur faveur parfois. Ça, c'est évidemment dans les deux sens. Vous êtes le meneur en scène, le metteur en scène et l'arbitre de la partie, n'en abusez pas, car sinon vous risquez de vous retrouver bien tout seul derrière votre écran. Et oui, si les joueurs voient comment dire que justement vous faites survivre outrageusement vos PNJ à leur détriment et que vous les tuez comment dire en masse, donc, sauf si vous jouez en mode OSR par exemple,
où là, la mort des PJ, elle est très facile et ça fait partie de l'ambiance du jeu. Donc, par exemple, pour Dungeon Crawl classique ou Old School Essential et plein d'autres jeux type Retro Clone, etc., qui veulent donc émuler, on va dire, les premiers moments du dungeon crawling au milieu des années 70, là oui, ok, d'accord, ça fait partie du genre. Donc c'est acceptable, même si les joueurs vont finir quand même par en avoir ras-le-bol, je pense, hein, s'ils meurent trop facilement. Mais voilà, soyez quand même souple, soyez à leur écoute. Et surtout, ne soyez pas forcément gentils, mais soyez bienveillants. Il y a quand même une différence. Gentil, c'est très connoté. C'est le MJ, il est gentil. Non, le MJ, il a le droit d'être bienveillant, de vouloir le bien de ses personnages, sans pour autant, comment dire, se laisser marcher sur les pieds. Afin donc de mettre en scène les combats, donc je conseillerais pour les MJ débutants de matérialiser la scène en utilisant donc un plan quadrillé effaçable, le fameux flip mat, ou tout autre support quadrillé sur support papier sur lequel vous verrez figurer le décor, l'opposition, les personnages, soit sous forme de pions cartonnés, de jetons, de figurines, peintes ou non. C'est là l'un des grands plaisirs, hein, et vous avez aussi accès à des figurines prépeintes assez facilement et pour pas très cher. Visualiser des combats de cette manière, ou plutôt qu'en mode pur théâtre de l'esprit, c'est-à-dire en imaginant la scène dans sa tête par rapport aux seules descriptions du MJ et en réagissant comment dire, à la situation que vous introduisez, un côté plus tactique et plus coopératif, donc avec le plan. Mais ça va vous faire perdre du temps. Et le théâtre de l'esprit, pour les joueurs débutants, ça peut, comment dire, être gênant aussi. Parce qu'ils vont pas tous s'imaginer, ils vont pas s'imaginer être vraiment à cet endroit-là, ou dire ah bah non, moi j'avais dit que j'étais là et le MJ l'a oublié. Parce que ben voilà, pour un MJ débutant, gérer tout ça, visualiser les choses, c'est pas forcément d'une grande évidence. Donc ça reste efficace, mais cela risque donc d'augmenter la durée de vos scènes de combat, comme je le disais. Et surtout, là c'est mon parti, cela va à l'encontre de la spontanéité des actions des joueurs qui sont censés réagir dans la précipitation. Voilà pourquoi décrire la scène et leur dire de réagir, ça sera toujours quand même beaucoup mieux. Mais voilà, certains joueurs vont dans ce cas-là peut-être s'ils sont un peu tatillons vous dire ah ben non j'étais pas comme ça, c'est pas comme ça que je l'ai vu ou j'ai pas compris ça. Il va falloir revenir comment dire sur des choses des informations qui sont mal passées entre le PJ et le MJ. Voilà. Sur ce point, donc, il n'y a que vous, selon votre ressenti, qui pouvez savoir ce qui vous convient le mieux. Il y en a qui sont plus simulation avec donc des figurines. Moi, j'en fais de temps en temps. Très très rarement, mais j'en fais. Et je préfère toujours, on va dire, décrire les scènes de combat pure imagination et description aux joueurs pour qu'ils soient plus spontanés. Voilà. Sans plan, juste avec les images des PNJ ou de ce qu'ils vont rencontrer. C'est déjà largement suffisant. Donc pour ma part, en tout cas, donc un tour de table où chaque joueur a une quinzaine de secondes pour exprimer ses intentions est préférable, mais c'est une méthode que je conseillerais à des MJ et des joueurs plus expérimentés, évidemment. L'immersion et ses petits plus, donc la musique, les aides de jeu, le décor. Donc là, on entre vraiment dans le luxe du luxe. Quand j'ai abordé donc le matériel nécessaire pour jouer, j'ai omis donc les éléments que je vais aborder ici. La musique, d'abord. Certains aiment, d'autres pas. Pour ma part, moi je peux pas maîtriser sans musique. C'est un atout majeur dans votre narration car afin de mettre en place l'ambiance et ajouter de l'intensité à vos moments dramatiques. Là, deux écoles. Soit vous utilisez une bande son en toile de fond avec des morceaux très homogènes. Elle va souligner votre narration jusqu'à devenir un élément à peine perceptible du décor. Pour cela, ne poussez pas trop le volume. Cela doit donc rester discret et efficace. Soit vous êtes un véritable MJ-DJ et dans ce cas-là, vous prévoyez un morceau pour chacune de vos scènes. Cela demande encore un bon temps de préparation et donc encore plus de boulot en amont. Mais si vous avez accès à un ordinateur et avez des sites musicaux en ligne ou des BO de films en MP3, etc., vous pouvez organiser une playlist avec tous les programmes courants de lecture multimédia. Moi, j'utilise VLC par exemple. Même si donc j'utilise encore mon lecteur CD de temps en temps, et voilà, j'ai deux caisses comment dire remplies de BO de films. J'en ai au moins on va dire au moins 200 quoi en fait à disposition pour à peu près tous les thèmes, tous les genres. Et donc après vous n'avez plus à cliquer que sur pour avoir le morceau dont vous avez besoin pour accompagner votre scène. Quant au choix des morceaux en fonction du genre, il vous faudra eh ben là, il me faudra un article complet. Bon, j'ai déjà fait référence, par exemple, quand j'ai parlé du cyberpunk, mais j'y reviendrai quand je donnerai des conseils pour chaque genre à maîtriser.
Donc là, le prochain d'ailleurs, je tease d'ailleurs, ce sera sur le cyberpunk justement, qui est un genre, mon genre préféré, un genre que j'apprécie par-dessus tout. Je vous donnerai des conseils pour maîtriser spécifiquement le genre, et là je vous donnerai des conseils justement sur la musique que vous devez utiliser. Mais j'ai déjà fait le tour, on va dire, des BO et des films incontournables dans le cultural sur le cyberpunk. Sinon, il y a le must du must, si vous avez le temps. Également, les aides de jeu maison. Souvent, les scénarios et campagnes du commerce en sont largement dotés, comme par exemple pour l'appel de Cthulhu, avec tous ces facsimilés et ces objets, on va dire, qui sont reproduits dans des versions deluxe, par exemple, des boîtes sans détour. Par exemple, voilà, la campagne des masques Nyarlathotep et sa fameuse boîte d'allumettes du tigre trébuchant que tout le monde connaît. Et pour, par exemple, la gamme Maléfice aussi, avec des aides de jeu vraiment très efficaces pour l'époque. Où le scénario, en fait, était plus apprécié pour ces aides de jeu d'ailleurs que pour le scénario lui-même. Parce que les aides de jeu étaient vraiment faisaient partie intégrante de l'intrigue et on avait plaisir à les découvrir, à les manipuler. C'était vraiment excellent. Donc si vos personnages sont amenés à trouver des documents durant la partie, parchemins, lettres, photos, journaux, et plutôt que de résumer les informations qu'ils contiennent, vous pouvez donc leur donner un facsimilé du dit document que vous aurez créé avec vos petites mains. Bon, par contre, voilà, là, pour la musique encore, ça peut prendre du temps. Pour les images des PNJ, ça peut prendre du temps aussi. Mais voilà, c'est gérable. Moi, c'est ce que je fais surtout. Hein, c'est prévoir surtout les images des PNJ. Les aides de jeu, on va dire, comme ça, j'en faisais à une époque, j'en fais plus parce que ça prend vraiment énormément de temps. Trop de temps. Mais si c'est votre plaisir, moi je vous conseille de le faire parce que voilà, c'est avant tout en se faisant plaisir qu'on agrémente agréablement on va dire, sa qualité de jeu. Donc soit vous avez l'âme d'un artiste et vous faites tout de manière artisanale, soit vous utilisez des programmes qui vous permettent d'arriver au même résultat. Et c'est assez facile de le faire, il y a certains programmes pour faire un fond parchemin avec une écriture style écriture on va dire cursive, c'est très très honnête, à mon avis, voilà. Et ça prend pas trop de temps. Moi je sais que je sais pas les utiliser, mais pour ceux qui savent le faire, je pense qu'à mon avis, enfin j'en utilise pas en fait, c'est pas que je sais même pas les utiliser, c'est parce que j'ai pas appris à les utiliser, et ça peut vraiment être très intéressant. Le summum de la classe, c'est les éléments de décor donc à placer sur la table. Là, si vous avez la possibilité d'habiller votre espace de jeu avec des objets en rapport avec le jeu auquel vous jouez, c'est vraiment le must du must. Le MJ a même le droit de se costumer pour l'occasion. Voilà. Deux exemples que j'ai, on va dire, dans ma pratique. J'ai joué à une mythique partie de Légende des 5 Anneaux avec un MJ habillé en kimono tenant un éventail, avec un râtelier portant d'authentiques katanas sur la table, offrant du thé en faisant une cérémonie RP et distribuant des documents avec cachet-xir et calligraphie authentique en japonais sur une musique choisie. Là, franchement, c'était le must du must. De même, quand on va dire on joue au jeu de rôle Harry Potter, certains joueurs, comment dire, étaient vêtus d'une robe, on va dire, de leur école. Ils mangeaient des drachés surprises avec la musique de John Williams en fond. Voilà, donc on était vraiment dedans. Et on avait en plus notre propre baguette, puisque le MJ qui nous fait jouer à Harry Potter avait collectionné toutes les baguettes, on va dire, qui sont disponibles dans le commerce. Baguettes de collection intermédiaire, hein. Pas les baguettes, on va dire, super collection qui valent une fortune. Et donc, on avait choisi sa baguette, et on pouvait donc pour gagner des bonus ou du moins faire vraiment du RP à fond, faire vraiment nos mouvements de baguette pour lancer les sorts. Voilà, c'était le must du must. Là, c'était vraiment aller jusqu'au bout. Et on peut jouer aussi donc par exemple à Star Wars en costume, avec des sabres laser et des holocrons sur la table, et avec les BO du film. C'est vraiment, on peut voir cela vraiment pour à peu près tous les jeux, même pour Donjons et Dragons. Hein, vous recyclez si vous êtes GNiste, votre matériel de GN, vous vous en procurez pour avoir votre armure de paladin si vous êtes paladin. Voilà, vous éclairez à la bougie et surtout voilà manger. Détail très très intéressant aussi que je fais parfois dans mes parties, c'est faire un menu lors de la pause, on va dire, du scénario, donc la pause de 19h, un menu en rapport, on va dire, avec le jeu. Par exemple, pour Shadowrun, je vais faire des hamburgers maison, quand même. Pas au Nutri-Soja, rassurez-vous. Mais ça peut toujours, on va dire, être sympathique. Bon, parfois, j'ai quand même l'habitude, moi, de faire à manger pour mes joueurs. Et donc de faire un plat, on va dire, unique, plutôt roboratif, mais simple, pour justement la pause déjeuner, la pause dîner ou déjeuner, pour qu'on n'ait pas de temps à perdre et qu'on puisse poursuivre la partie après. Et donc,
vous, si vraiment vous voulez pousser le vice, vous pouvez faire ça. Soit le repas en cours de jeu, à déconseiller quand même, parce que voilà, les feuilles de perso et le matériel va souffrir. Soit, on va dire, vraiment faire une pause, se lever de la table, aller ailleurs pour partager un déjeuner médiéval, par exemple, avec des vraies recettes médiévales. C'est toujours très intéressant. Si vous jouez à Donjons et Dragons, un autre jeu de fan, c'est toujours, on va dire, voilà, là on est vraiment dedans, quoi. Et l'immersion, c'est aussi, on va dire, un plaisir de jeu. Alors, un petit point, j'ai bientôt fini, rassurez-vous. L'improvisation en cours de partie. Et il fallait bien y arriver. Donc même si j'ai précisé ce point plus haut, je voulais revenir donc un peu plus sur l'improvisation, justement. Bien que la chose ne soit pas aisée pour un débutant et que les conseils développés plus haut doivent normalement vous permettre de minimiser le problème, donc voilà, les personnages prétirés, on va dire le scénario linéaire ou l'arborescence bien maîtrisée, normalement ça doit vous éviter d'avoir à improviser de manière significative. Il y aura toujours des petites choses que vous devrez malgré tout, on va dire, gérer qui n'étaient pas prévues. C'est inévitable. Et donc, il s'agit donc malgré tout d'être paré à toute éventualité. Et oui, vous serez inévitablement amené à improviser une scène que vous n'aviez pas prévue dans votre scénario. Pourquoi ? Parce que les joueurs sont de nature potentiellement imprévisible. Là, plusieurs solutions. La plus faible, la plus facile, est de les empêcher d'aller sur cette voie que vous n'avez pas prévue ou de leur faire comprendre que la voie est sans issue. En tant que débutant, vous n'aurez parfois pas d'autre choix, mais bon, on vous le pardonnera sûrement. Au moins une fois, 2 fois, mais pas plus. Donc là, vous leur dites tout simplement, bah non, c'est pas prévu dans le scénario. Il faut être honnête, hein, parfois aussi. Voilà, si vous êtes débutant, on vous le pardonnera beaucoup plus facilement. Si vous êtes un MJ expérimenté, on vous rira au nez et on vous montrera du doigt. Voilà, vous êtes prévenu. Ensuite, sinon vous vous emparez complètement de l'idée du joueur, qui peut être un point intéressant à développer et à jouer dans le cadre de votre scénario, et auquel vous n'aviez pas pensé, mais il s'intègre bien dans votre scénario ou offre une fausse piste tout à fait plausible et vous permet de développer une intrigue secondaire pertinente. Et bien là, il va falloir faire appel à votre imagination, à votre connaissance du background du jeu, qui est votre meilleur allié pour transformer l'essai, comme on dit au rugby. Si vous avez bien intégré le contexte, improviser sera évident. Si on connaît très très bien son univers de jeu, c'est très facile d'improviser des scènes. Voilà. Par exemple, moi dans Shadowrun, je sais très bien que si je dois improviser, comment dire, des rencontres avec des indices ou des scènes secondaires par rapport à leur background en fonction du lieu où ils sont, par exemple à Seattle, c'est assez facile. Je prends un lieu, je leur dis, ben voilà, il se passe des trucs là, vous pouvez peut-être avoir un informateur, un indice ici. Je ne l'avais pas forcément prévu, mais c'est plausible dans l'intrigue, et donc c'est bien. Donc on peut, voilà. Au moins dans un donjon, ça n'existera pas évidemment. Parce que là, il n'y a pas plus de pièces que ce qui a prévu. À moins que vous fassiez apparaître une pièce qui n'était pas prévue, parce que je ne sais pas pourquoi, vous avez une idée, c'est peut-être une bonne idée. C'est à vous de voir. Sinon, laissez parler vos inspirations du moment, ce qui vous semble le plus logique, le plus vraisemblable dans la situation. Si vous avez besoin donc de créer un PNJ sur le pouce, pensez à vous munir d'une banque de noms en rapport avec votre univers de jeu et d'images, ce que j'ai toujours à disposition. Alors les noms, je les ai pas forcément, mais j'ai toujours une image qui pourra se prêter, comment dire, à un PNJ imprévu que je voudrais faire rentrer dans le jeu pour, on va dire, justement improviser la scène. Et pensez surtout à prendre des notes. Voilà, pour que votre PNJ, maintenant qu'il est créé, vous ayez une trace pour que vous ne vous disiez pas, surtout si les joueurs, eux, ne prennent pas de notes, qui vous disent ah oui, mais le machin, la bidule que j'avais rencontré, là, voilà, c'est qui au moins vous pourrez lui répondre. Ce sera déjà pas mal. Ou alors vous aurez l'air moins bête si lui se souvient du nom du PNJ et que vous vous en souvenez plus. Ce qui peut arriver hein, quand même. Hein. Voilà, la campagne Rollmaster que je maîtrise donc depuis quasiment 15 ans, j'ai dû créer, comment dire, au moins un demi-millier de PNJ, donc évidemment c'est dur de se souvenir de tout le monde. Mais quand on les utilise assez souvent, ça finit par rentrer. Hein. C'est comme l'univers un peu de Zola, quoi. La comédie humaine, voilà, lui avait sa comédie humaine avec son réseau, son univers de personnages qu'il avait créé. Quand on mène une grosse campagne pendant très longtemps, nous aussi on a un peu notre comédie humaine de PNJ. Qui ont vécu, qui sont morts, etc. Et vraiment, on en arrive à des choses extraordinaires, en tout cas. Et où donc l'univers est devenu vivant parce que vous avez créé tous les protagonistes qui l'habitent et vos joueurs ont interagi avec eux.
Donc le secret est surtout de rester calme et sûr de soi, poker face, de ne pas mettre la puce à l'oreille de vos joueurs. Improviser ne s'improvise pas, c'est le cas de le dire et je le souligne. Il faut sûrement du temps pour vous en sortir avec les honneurs. Mais vous avez la possibilité quand même de préparer, comme je vous dis, des images, des noms de PNJ et on va dire des qualités, c'est-à-dire métier, profession, classe. Donc vous pourriez peut-être avoir besoin. Gardez-les sous le coude, on ne sait jamais, et si vous en avez besoin d'un, hop, vous le chopez, vous l'avez dans un fichier informatique, vous avez une fiche, une note Bristol, etc., une liste, un carnet de notes, vous prenez le support qui vous plaît, et là vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut pour justement gérer ce genre de choses. Donc, vous pouvez donc, comme je disais, créer un PNJ sur le pouce. Vous pensez à vous munir donc d'une banque de noms en rapport avec votre univers de jeu et d'images. Et jouer la scène en essayant d'afficher une totale décontraction, donc sans montrer à vos joueurs que vous ne faites pas référence à vos notes du scénario. Parce que ça, ils le remarquent assez rapidement. Voilà, mais surtout, restez calme. Poker face. Voilà, c'est ne pas se laisser décontenancer. Sinon, les joueurs vont le voir et ils vont tout de suite dans la faille. Hein. C'est fini. Donc, moi, ça fait quand même maintenant 34 ans que je maîtrise. Voilà, et je les improvise en fait toujours à partir d'une simple idée de base que j'ai en tête et de quelques aides de jeu. Et je fonctionne toujours de cette manière, pour à peu près tous les jeux. Je maîtrise tellement de campagnes que c'est impossible pour moi de tout préparer, on va dire, en détail. Mais j'ai une idée de base et j'ai mes PNJ que je veux introduire dans le scénario. Je referai, on va dire, une note là-dessus, puisque quand je parlerai de la maîtrise du cyberpunk, je pense que je parlerai de ma campagne Shadowrun, justement, de mes scénarios et campagnes Shadowrun, pour étayer mon propos. Voilà. Et ça, ce sera pour, normalement, dans 1 ou 2 semaines, je crois, en fonction du calendrier. Donc, conclusion. On en arrive enfin à la conclusion. Ouf, je pensais pas que cette vidéo aurait duré aussi longtemps, mais bon, voilà, malheureusement, je suis très bavard, vous le savez. Donc ça y est, c'est fini. Donc la scène finale vient de s'achever et vos PJ en mauvais état sont sortis victorieux donc de cette formidable aventure que vous leur avez écrite. Il est temps donc de faire le bilan, de distribuer les récompenses. Les personnages donc vont pouvoir toucher leur prime, mettre la main sur le trésor, ou l'objet, ou la compensation financière ou foncière qui leur a été promis, ou pas. Où ils auront la satisfaction d'avoir vaincu le mal, sauvé un personnage important, le pays, le monde, pourquoi pas, la galaxie, pourquoi pas aussi, et seront célébrés en héros. Ils seront peut-être attendus pour faire leur rapport et subiront un débriefing. Et vous, MJ, vous aurez la satisfaction probablement d'avoir bien mené votre barque jusqu'au bout. Dans le cas d'un jeu en campagne, il est temps de distribuer les points d'expérience et de rappeler à vos joueurs comment les dépenser, aider-les à faire les bons choix pour développer leurs personnages selon leurs envies. Vous pouvez en profiter pour faire un débriefing aussi du scénario, demander à vos joueurs ce qui leur a plu ou pas, pointer les éléments qu'ils ont manqués ou négligés, sans, on va dire, les rabrouer, hein, évidemment, et expliquer leur ce qu'ils ont raté et pourquoi, afin qu'ils ne soient plus vigilants la prochaine fois, mais toujours avec bienveillance. Répondez aux questions concernant les règles, les problèmes qu'elles ont soulevés durant la partie, remettez-vous en question si besoin quant à la manière dont vous avez géré tel ou tel aspect du jeu, du système de jeu ou de l'univers. On apprend ensemble, il ne faut pas... Voilà quoi. Hier par exemple, donc j'ai fait la première séance de la campagne des montagnes hallucinées, qui est une campagne écrite pourtant. Je les ai laissés donc faire leurs personnages chacun dans leur coin, donc moi j'ai pris leurs personnages tels qu'ils étaient. Bon, c'était pas évidemment impossible à gérer, puisque le but c'était de recruter des gens pour une expédition antarctique, donc ils avaient fait des joueurs, enfin des personnages joueurs qui étaient évidemment dans cette optique, ils le savaient, donc ils s'y sont pliés assez facilement. Et voilà, j'avais un peu, on va dire, le stress, comment dire, de tout, on va dire, acteur quand il monte sur scène. Même après 40 ans de carrière, on a toujours le stress. Même si on est un chanteur, on va dire qu'on a fait des tournées à plus savoir quoi en faire, on a toujours le stress de monter sur scène et de commencer, on va dire, quelque chose. Moi, ce stress, je l'ai toujours. Et j'étais épouvantablement stressé. Et ça s'est bien passé. Mais à chaque fois que je me dis que c'est pas garanti, c'est pas acquis, c'est pas, on va dire, vos joueurs vous sont bienveillants la plupart du temps, vous l'êtes aussi, mais il peut, comment dire, se passer, il peut y avoir des problèmes. Et donc voilà, malgré tout, ça s'est bien passé, mais même avec des années et des années d'expérience,
faut savoir toujours se remettre en cause. Là, tout a allé plutôt bien, même si la scène d'introduction a été trop longue. Ça, je m'en doutais, mais je voulais quand même donner des précisions et surtout rendre la chose vraisemblable, puisque le but était de jouer une expédition, donc on est dans le réalisme, dans un réalisme quasi historique de ces expéditions en Antarctique, donc j'ai donné plein de détails, j'ai abordé plein de sujets qui n'étaient pas forcément, on va dire, pertinents au moment même, mais qui étaient intéressants parce que ça donnait de la couleur à votre partie. Voilà. Donc, pensez à ça. Pensez que voilà à savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Moi, mes joueurs ont été très satisfaits et on va poursuivre. Et donc, voilà, le bateau va partir en Antarctique, du moins je l'espère. Et j'espère qu'ils vont revenir vivants. Bah, ça, c'est encore une autre paire de manches. Donc, laissez surtout voilà, vos joueurs modifier leur personnage ou changer quelque chose s'ils pensent qu'ils n'ont pas fait le bon choix à la création de personnages. Moi, je laisse toujours cette possibilité. Il y en a qui en profitent même un peu trop à l'issue donc d'une première partie ou d'un nouveau jeu. Enfin, vous MJ, une fois toutes les critiques et commentaires de vos joueurs entendus et argumentés, vous savez donc maintenant quelles sont les attentes de vos joueurs et sur quel point vous devez vous améliorer. Vous allez devoir penser à la suite à donner à votre aventure. Parfois, cela coulera de source. Un problème non résolu ou sous-jacent dans le présent scénario pourra constituer une suite. Ou sinon, il faudra imaginer la suite avec une intrigue complètement différente. Et là, en vous servant, si vous avez choisi un modèle linéaire au premier, vous essayerez de choisir un modèle arborescent au deuxième, ou un bac à sable après au troisième, et mêler en fait, c'est ça qui est important aussi pour éviter que vos joueurs se lassent et que vous lassiez aussi en tant que MJ. Faut quand même savoir que le MJ peut se lasser aussi. Il n'y a pas que les joueurs pour lesquels on va dire c'est l'écueil majeur de dire oh là là, moi je me suis fait chier à la partie du MJ, qu'est-ce qu'il est chiant, qu'est-ce que concrètement sa maîtrise, elle m'épuise, elle me fatigue, j'aime pas. Ça peut aussi être dans l'autre cas, on peut en tant que MJ ne pas le courant passe pas. Et donc, éviter, comment dire, qu'on en arrive à la longue à ça, c'est de varier justement les modalités narratives, de varier les types d'intrigues que je vous ai présentés, les types narratifs, les schémas narratifs, et varier également les schémas narratifs de scénario. Voilà. Une fois que vous pourrez faire tout ça, au bout donc de quelques parties, vous verrez que voilà, ça rentre, ça finit par, de toute façon, ça s'apprend, ça se ressent. Même après, comme je vous disais, 34 ans on va dire de maîtrise, voilà, il y a des fois aussi où c'est pas parfait, où je me foire encore sur certains aspects, où j'aurais pu dire là c'était mieux. Voilà, j'ai eu un moment de flottement par exemple lors du dernier de la clôture du chapitre de Rollmaster, et finalement j'ai eu peur que mes personnages en fait ne règlent pas l'intrigue principale, l'intrigue fil rouge, ce que j'appelle. Car oui, dans votre campagne, ça j'en parlerai un peu plus quand on parlera des campagnes, mais vous avez donc une suite de scénarios, mais on fait en sorte évidemment, moi en tout cas dans ma campagne Rollmaster c'est ça, qui est ce qu'on appelle une intrigue fil rouge, c'est-à-dire une intrigue principale qu'on résout en fait par plein de petits aspects dans les scénarios en cours, et qui donne en fait des éclairages sur le problème en question, ou qui marquent des événements majeurs par rapport à ce problème qu'il va falloir résoudre, jusqu'à la confrontation finale. À un moment, je me suis dit, on va passer en fait au chapitre suivant, ils n'auront pas résolu l'intrigue. Et finalement, ils l'ont fait. J'ai eu chaud sur ce coup-là. Parce que moi, sinon, j'étais prêt en fait à clore le chapitre sans que l'intrigue soit résolue, et donc que ça reste l'intrigue fil rouge pour le chapitre suivant. Même si, on va dire, il y allait avoir d'autres intrigues, d'autres quêtes qu'ils allaient faire, puisqu'ils sont en mode complètement bac à sable. C'est eux qui choisissent ce qu'ils font complètement. Là, je leur ai laissé la totale liberté. Voilà, ils ont un navire qui peut donc voyager dans l'espace éthéré, donc faire ce qu'on appelle du spelljamming, en termes, on va dire, de ADD. Et donc, ils sont en totale liberté. C'est eux qui font de la gestion, qui disent quelle quête ils vont faire, quelle mission ils veulent remplir, quoi ou qu'est-ce. Voilà, ils avaient un tableau des tâches à remplir, ils choisissaient leurs tâches, ils l'accomplissaient, ils gagnaient de l'argent, ils géraient, et ils découvraient en même temps les problèmes qui se passaient en trame de fond. L'intrigue fil rouge. Là, j'ai eu quand même, on va dire, une sueur froide, mais vraiment pendant 5-10 minutes, je me suis dit, là, la campagne va être foutue, je sais pas comment on va démarrer, on va dire, le chapitre 10, parce que même les joueurs, eux, étaient perdus, ils savaient pas quoi faire. Et finalement, ils se sont remis sur les rails, parce qu'ils se sont justement reposé la question, ils ont revu, en fait, leurs notes qu'ils avaient pris pendant, on va dire, une bonne dizaine de séances, de ce qu'ils avaient fait précédemment, ils se sont dit, ah mais ça, ils ont fait, donc ils ont assemblé petit à petit, avec mon aide bienveillante, les différents éléments, ce qui leur a permis de résoudre le scénario. Voilà, ça c'est le dernier conseil que je vous donnerai.
si vous jouez, on va dire, un scénario, eh ben, vous pouvez procéder de la même manière, leur rappeler, comment dire, les éléments pour justement qu'ils aillent jusqu'au bout du scénario, si vous êtes surtout en scénario bac à sable ou en scénario arborescent, pour aller jusqu'à la scène finale. En scénario linéaire, ce ne sera pas forcément utile, cette méthode, et ce conseil. Mais voilà, donc moi, mon conseil avant tout, c'est d'être à l'écoute de vos joueurs, qui est toujours ce lien, comment dire, ce répondant, et cette autocritique, on va dire, sur la manière de faire, et surtout le changement de modalité. C'est très important. Changez vos modalités narratives, changez, on va dire, vos schémas narratifs de scénario. C'est super important pour que, on va dire, on ne se lasse pas, et qu'on ait toujours envie, en fait, d'écouter vos histoires, d'y jouer, d'y agir, et surtout leur donner, comment dire, la possibilité d'y agir, et de la résoudre par leurs propres moyens. Voilà. Je pense que j'ai terminé avec ça. Et donc, c'était la première vidéo sur le sujet. J'espère que, même si c'est long, vous y aurez trouvé votre compte, que j'aurai été assez clair. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser sur le Discord, j'y répondrai avec bienveillance et avec joie. Voilà, likez, mettez des commentaires, pas de soucis. Voilà, je ne suis pas parfait, j'ai peut-être sûrement oublié des choses ou dit des choses qui, on va dire, pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Dans ce cas-là, c'est librement ouvert. Moi, je vous donne les conseils par rapport à ce que j'ai moi vécu et à ma propre expérience de MJ. Chacun a sa propre expérience. Ces conseils ne sont donc que des lignes générales qui pourront vous aider à trouver votre propre manière de maîtriser, parce que c'est celle-là qui est la meilleure. C'est votre propre manière de maîtriser, les propres scénarios et campagnes que vous écrirez qui seront les meilleurs et qui vous permettront, si vous êtes débutant, de progresser et d'aimer jouer au jeu de rôle, parce que c'est ça qui est important, c'est que cette passion, ce soit vraiment une passion, et que donc vous ne la subissiez pas, enfin vous la subissez, mais vous la subissez avec plaisir. Et oui, car passion, c'est bien quelque chose qu'on subit. Ça vient du mot donc latin qui veut dire justement subir, celui qui subit, le patient, c'est celui qui subit. Et donc la passion du jeu de rôle, c'est justement ça, c'est, on va dire, subir l'aventure, mais en ayant quand même un petit on va dire, un petit quelque chose qui vous permet quand même d'agir dans l'histoire et d'être le héros au centre de l'histoire. Voilà. Quand je dis un petit quelque chose, évidemment, c'est un euphémisme. C'est une grande chose en fait. Vous avez normalement quelques capacités, des pouvoirs qui vous permettent, ou des capacités de joueurs qui vous permettent justement de résoudre tous les problèmes que le MJ vous mettra en face de vous. Voilà. Je pense de toute façon avoir terminé. Donc cette vidéo sera suivie par, comme je le disais, des comptes rendus de campagne où j'expliquerai mes campagnes, la manière dont j'ai géré, donc par exemple la campagne Rollmaster, probablement la campagne Shadowrun, la campagne L5R aussi, où je vous présenterai, on va dire, toutes les campagnes que j'ai jouées, qui sont des modèles du genre. La campagne Cthulhu aussi, celle que j'ai pu écrire. Normalement ça viendra au fur et à mesure. Voilà, pour maîtriser certains genres aussi, donc voilà, Shadowrun par exemple pour le cyberpunk. Tout ça, je vous en reparlerai dans les semaines à venir, donc restez à l'écoute, restez sur la chaîne Tabula Rasa, et quoi qu'il en soit, jouez bien et jouez, on va dire, avec le plaisir. C'est ça qui est important. Salut!